Lake 911. What's the address of your emergency? Oh no, man, my grandmother she doesn't answer the phone, and my uncle is here. They haven't answered the phone in 2 days, and both cars are gone, and none of the family get a hold of them. So I come over here, and I start trying to find my grandmother. All the doors are kicked in, man. Something's wrong. I don't want to go in there by myself. Okay, what is your name? My name is Paul Stark. I'm the grandson. They're either dead in there or laying down. Somebody's in there, and it smells funny in there. To be honest with you, I hope it's not nothing like a body or nothing. I've never smelled a body before, so I honestly couldn't tell you. Something's definitely wrong. Le central m'a demandé d'effectuer une visite de contrôle à Rushmere. Le petit-fils d'une Madame Starnes avait appelé parce qu'il n'arrivait pas à joindre sa grand-mère et son oncle, qui habitaient du côté des Ron Smith. J'ai eu le pressentiment qu'il y avait un problème et qu'on aurait une mauvaise surprise. Go around this way, you're gonna see a boat. You see that boat? Yeah. That little cow fence, that's gonna open up. That's gonna swing open. You're gonna see a door to the left. Go right up that door, and that's gonna bring you in the garage. Then go right, and that's the kitchen. Okay? All right. I'll stay here, okay? Sheriff's office. On a sorti notre arme. J'ai senti mes cheveux se dresser sur ma tête. J'ai senti l'adrénaline monter. Qu'est-ce qu'on allait trouver? Est-ce qu'il y avait quelqu'un de suspect dans la maison? On a découvert une vieille dame étendue en travers du lit, comme si elle avait été assise ou qu'elle avait commencé à se lever. À première vue, elle avait été abattue. Le shérif adjoint Grant a ouvert la porte de la chambre du fond. Un homme d'une cinquantaine d'années gisait au sol, dans une mare de sang. It was a lace inside the kitchen. I think it was inside the kitchen. So I got her, and both cars were gone. I said, man, something was wrong because she is in a wheelchair. Yeah. She cannot drive both cars. We would have to come here to drive a car. So when I came here, I started knocking on doors. I said, there's something not right. I got that gut feeling in my gut. Something was not right. Aux premières questions qu'on lui a posées, Paul Starnes Jr. a donné des réponses un peu curieuses. Nobody in our family would do nothing like this. Everything in the will is up to me, and I cannot have nothing to do with it. Il a mentionné des détails qu'on ne donne généralement pas à la police lors d'une enquête pour meurtre. Du style, c'est moi qui hérite de tout, mais je n'ai rien fait. C'était ma première affaire d'homicide en tant qu'inspecteur principal. Et en plus, c'était un double meurtre. Alors je me suis dit, en selle mon gars, au boulot. Avant de recueillir le moindre indice,
On a procédé à la numérisation de la scène de crime avec un scanner spécial. De cette façon, une fois que tous les indices ont été prélevés, on peut toujours visionner les images et revoir où ils se trouvaient initialement. On avance dans le couloir vers l'arrière de la maison. On arrive dans une chambre. Elle a été mise sans dessus-dessous. Et il y a des objets partout sur le sol. Les tiroirs ont été fouillés et vidés. C'est le chaos total. Il y a aussi une armoire à fusil dans cette chambre. Mais elle est complètement vide. On entre dans la chambre et on découvre le corps de Kenneth Starnes, 58 ans. Il gît sur le ventre et à première vue, il a été abattu de plusieurs coups de feu. On a pu récupérer quelques douilles dans la chambre, entre autres dans le matelas et l'encadrement de la porte. Dans l'autre chambre se trouve le corps de Nancy Starnes, 80 ans, encore à moitié couchée dans son lit. Elle a été tuée d'une balle en pleine tête. On n'a pas retrouvé l'arme du crime. En revanche, on a compris qu'il y avait plusieurs personnes impliquées dans ce crime parce que les deux véhicules avaient disparu. Ma mère s'appelait Nancy Starnes. Mais pour tous les enfants, c'était mamie. Elle avait un cœur d'or, beaucoup de cran et un caractère bien trempé. Elle venait d'avoir 80 ans et souffrait d'ostéoporose. Elle avait aussi une prothèse de hanche. Malgré ça, pas question de l'empêcher de faire ce qu'elle voulait. Pour ma mère, l'anniversaire de ses enfants et de ses petits-enfants était extrêmement important. Contre vents et marées, elle était là, même si elle ne se sentait pas bien. Mon frère Kenny et moi avons été élevés par notre père. On était encore petits qu'il nous emmenait déjà chasser et pêcher. Plus tard, mon frère est resté vivre avec notre mère et s'est toujours occupé d'elle. Ça m'a anéanti de savoir qu'on avait pénétré chez eux et qu'on les avait assassinés. Qu'est-ce qu'on dit à un petit de 5 ans qui vous demande où sont sa mamie et son oncle Kenny? Qu'est-ce qu'on lui répond? Dès le début de notre enquête, une des premières personnes qu'on a contactées a été Nancy Gorky, la cousine de Paul Starnes Jr. I'm okay under the circumstances. This is Lieutenant Potter. I know Don will contact you, but he had to, go out. Okay, yeah. This is speculation. Right. But I think probably whoever may have killed your grandmother, they knew them. The only inkling I know is that it's somebody that we know. It's somebody that knew the house. It's somebody that knew how to get in there. Nancy Gorky a pu dresser une liste des objets qui avaient disparu de chez sa grand-mère. Un téléviseur à écran plat qu'elle avait acheté pour mamie. Plusieurs armes qui appartenaient à son oncle Kenny. Dans sa chambre, Kenneth avait un grand bocal rempli de petites monnaies. Il n'était plus là. Des objets personnels, des bijoux et des babioles que Nancy avait offerts à sa grand-mère au fil des années avaient été volés également. Who was Kenny closest to? Little Uncle Kenny? I wanted to say, as in us grandkids, or as in anybody in particular. I want to say that he was generally close with Paul and Nikki. Paul Sr. or Paul Jr.? Paul Jr. Mes questions avaient un objectif double. Je voulais savoir sa vision des rapports au sein de la famille, mais aussi savoir si certaines déclarations de Paul Jr. étaient crédibles ou pas. So, I don't mean to stir up stuff. That's okay, go ahead. But one of the things that we've been told, and we thought was kind of ironic,
And there was some comments made that now that Meemaw's gone and Uncle Kenny's gone, everything goes to Paul Jr. That the house is willed to him, everything is left for him. Okay. Do you know anything about that? I do not know anything about that. From the last thing that I knew of, was what Meemaw has told me, was that if she were to die, everything in that house, including the cars, were to go to Kenneth. But if something were to happen to her, but if something were to happen to Kenneth, she never spoke about that. But as far as I'm concerned, I don't understand why it would go to him. Paul Starnes Jr. avait dit des choses plutôt étranges. Il était clairement un suspect potentiel. On se posait de nombreuses questions à son sujet. Pourquoi aurait-il cambriolé sa grand-mère et son oncle Kenneth? Je savais que les policiers enquêtaient sur mon fils. J'ai tout de suite dit, vous perdez votre temps, mon fils adorait sa grand-mère et son oncle Kenny. Il aurait tout fait pour les protéger. Il aurait même donné sa vie pour eux. Vous faites fausse route. Paul Starnes Jr. avait dit des choses surprenantes. En tant qu'enquêteur, pour l'exclure de la liste des suspects, je devais d'abord déterminer précisément l'heure du crime. On a appris que Nancy Gorky avait appelé le central la nuit précédente pour demander qu'on aille vérifier que sa grand-mère et son oncle Kenny allaient bien. Un de nos shérifs adjoints s'était donc rendu sur place. Un policier est arrivé sur les lieux à minuit. Les images de sa caméra d'intervention ont permis aux inspecteurs d'établir la chronologie des événements. How old did you say that people were supposed to live here? One subject is approximately 81-year-old female. The other is an approximately 58-year-old male who is disabled. I am sure they are passed out. No answer. No cars in the driveway. Every light in the house is off. So I'm going to be clear here. Ces images ont montré qu'ils avaient déjà été tués à cette heure-là. Ça m'a anéanti de savoir qu'on avait pénétré chez eux et qu'on les avait assassinés. Pour les obsèques, on a fait un service commun. Avec mon frère, on allait souvent pêcher et chasser ensemble. Et il me disait en plaisantant, « Écoute, si je meurs le premier, creuse un trou, flanque-moi dedans, rebouche le trou, verse 2-3 bières sur la terre, dis quelque chose et basta. » Je lui répondais, « Tais-toi, on est en train de pêcher. » J'aurais jamais pensé que ça arriverait. Alors ce jour-là, j'ai décidé que la meilleure chose était de faire incinérer mon frère et de placer l'urne contenant ses cendres dans le cercueil de ma mère, puisque de toute façon, ils avaient vécu ensemble pratiquement toute leur vie. Le facteur temps était essentiel. L'analyse balistique a montré que l'arme du crime était un pistolet de calibre 40. On a chargé plusieurs inspecteurs de suivre simultanément plusieurs pistes possibles.
Par conséquent, on devait analyser un paquet d'informations et vérifier leur pertinence. À ce stade, on savait que 2 individus au moins avaient tué de sang-froid et qu'ils étaient toujours dans la nature. Il fallait donc les arrêter le plus rapidement possible. L'enquête progressait et tous les jours, on obtenait de plus en plus d'informations. Très souvent, ce sont les petits détails qui permettent de résoudre une affaire. C'est pourquoi le shérif a décidé de donner une conférence de presse pour informer le public de ce qu'on savait. All right, good afternoon, everyone. My name is Mark Marshall. I'm the sheriff here in Isle County. There are a couple of things I want to do this afternoon. First and foremost, I want to make sure that you all get a status update as to our investigation in the double homicide that was discovered this past Saturday in the Rushmere area of Isle County. This is where the community has to really pull together to think about what they may have seen, what they may have seen prior to this. If there was something unusual, suspicious, out of the ordinary, people that may have been in the neighborhood or in the area. On avait besoin de l'aide de la population. Les gens avaient peut-être vu ou entendu quelque chose. De fait, on a été contacté par une dame qui livre des journaux. Elle avait vu 2 hommes noirs à pied dans le secteur au moment où les meurtres avaient eu lieu. D'après ses descriptions, l'un était corpulent, l'autre grand et mince. Ces renseignements nous ont peu à peu convaincus que Paul Starnes Jr. n'était peut-être pas suspect. On peut consulter les registres des boutiques de prêt sur gage depuis le bureau du shérif. Par conséquent, les enquêteurs ont passé du temps à éplucher leur base de données. Et on a commencé à voir passer des objets qui provenaient peut-être de chez les Starnes. Certains objets, très similaires, avaient été mis en gage dans 2 boutiques différentes. Le propriétaire de l'une d'elles a pu nous fournir les reçus et les images vidéo de la personne qui avait déposé ces objets. Et c'était une femme du nom de Sharon Galvin. Grâce à cette découverte, l'enquête a fait un bond de géant. Cette femme était forcément suspecte. Comment se faisait-il qu'elle ait mis en gage des objets volés aux victimes d'un double meurtre? On était tous conscients de l'urgence qu'il y avait à résoudre cette affaire. Le temps pressait. C'est alors qu'une connaissance de Sharon Galvin nous a contactés et informé que Sharon Galvin vendait peut-être des armes sous le manteau. Cet homme a également accepté de nous servir d'indic. On a donc organisé une opération en l'envoyant chez Sharon Galvin sous le prétexte d'acheter une arme. On espérait qu'elle lui vendrait le pistolet qui avait tué Nancy et Kenneth Starnes. We want to film her, the location of the guns. Okay. It's pretty cool, man. Yeah, so there's some crazy on the page. Dark back there. That was a street light or something. So which one do you want? That's what I'm trying to find. Do you got one that might actually pump? The handguns would have been the best. Like you said, for a goddamn. L'homme n'a pas pu se procurer l'arme du crime. Mais il a acheté un fusil
Et il a vu l'endroit où un véritable arsenal était caché. When you go in that house, that back shed, that back room, if you lift it up, it's a big ass compartment. They got a bunch of guns, they all wrapped up in plastic bags. Après avoir récupéré les objets mis en gage par Sharon Galvin, on a alors obtenu une commission rogatoire pour perquisitionner chez elle. Before you read that, let's be honest with me. Is there anything else in this house that I need to know about? There's a TV in the house that's not theirs. Where's that? In the front room right here, in this room right here. Chez Nancy Galvin, on a découvert des objets qui avaient appartenu à Nancy et Kenneth Towns. Un homme était également présent. Il se trouvait sur la véranda. Un certain Richard Holmes. À l'intérieur, on est tombé sur un autre homme qui s'était caché dans un placard sous un tas de vêtements. Un type du nom de Karim Mitchell. It's in the closet in the back of the house. But see, it was just two of us here. That's the one we were looking for. Les deux hommes correspondaient à la description que la dame qui livrait des journaux avait faite des individus qu'elle avait aperçus dans la rue le matin où Nancy et Kenneth Towns avaient été assassinés. On a aussi arrêté Sharon Galvin et on l'a conduite pour interrogatoire au bureau du shérif. So, is Kareem your boyfriend? No, that's my brother. Kareem is your brother. Kareem Mitchell is your brother. How about Richard? What's Richard to you? That's my daughter's boyfriend. Who brought them TVs in here? Come on, Sharon. You can't sit there and shake your head when I know you know good and well what I'm talking about now. I mean, I don't know exactly where none of this stuff came from. You know, I know everything wasn't paid for. That's all I know. And so we had Des policiers du bureau du shérif ont arrêté Mademoiselle Galvin. from her residence to find out. On voulait savoir si elle était impliquée dans ce qu'il s'était passé. So, we need to back up and talk about some of this stuff. Now, you went and pawned some stuff Saturday, didn't you? Did you take some stuff to the pawn shop? Because when you pawn things now, everything's computerized. And the minute that you pawned it, we knew about it. I can look up and tell you the date and time, the place, and everything that you pawned, okay? Elle a alors reconnu que Richard et Karim lui avaient remis un certain nombre d'objets qu'elle avait accepté de mettre en gage. And I was like, why you get so many TVs? Because we already got some. Okay, and what did he say? He said the man sold them for $50. Okay. Sharon était comme beaucoup de gens qu'on interroge. Ils ne révèlent qu'une partie de la vérité, uniquement celle qui correspond à leur version des faits, et les montrent sous leur meilleur jour compte tenu des circonstances. Sharon n'était pas différente. Je voulais découvrir si elle avait vu Karim ou Richard en possession d'une arme. Elle ignorait qu'on avait un informateur et qu'on était déjà au courant qu'elle vendait des armes chez elle. So, what kind of gun would Kareem normally carry? He doesn't normally carry a gun. That's So when he does carry one, what was he carrying? About Richard? I saw a revolver. Okay. The one that got the little swirl thing. How long ago? I think like 2 months ago. It might have been longer than that. Who had that? I don't know which one of them had it. I don't know which one they didn't. It was in a box. So no one actually added it. J'ai vite compris pendant l'interrogatoire de Sharon qu'elle ne nous disait pas tout. Elle lâchait le minimum d'infos, uniquement ce qu'elle pensait que je voulais entendre.
Mais ça a suffi pour que je puisse passer à la vitesse supérieure. J'avais des éléments. Après avoir amené Sharon à s'empêtrer dans ses explications, j'ai continué avec Karim. So when the deputies got there tonight, why the hell were you in the closet under some clothes? I was asleep. Well, I was asleep. Sleeping in the closet? No, I was folding up clothes at the edge of the closet. I waited to see what everybody was doing. I went to sleep earlier that day. I wake up, first thing I see is a flashlight. C'était l'excuse la plus stupide que j'ai jamais entendue en 24 ans de métier. Mais c'était révélateur de la personnalité de Karim. Il a commencé à mentir dès le début de son interrogatoire. All right, Sharon went and pawned a bunch of stuff on Saturday, on the 23rd. She pawned some TVs, she pawned some jewelry. Do you know where she got them TVs and that stuff from? All right, talk to Sharon. I mean, it's stolen property, okay? On n'avait rien qui nous permette de relier Richard ou Karim au meurtre. Il correspondait seulement à la description générale des hommes aperçus dans le secteur. On a alors raconté à Karim que sur les images de la caméra de surveillance d'une maison dans Bradsby Lane, on le voyait à pied dans le quartier. C'était du bluff. Mais Karim ne pouvait pas savoir si je disais vrai ou si j'essayais de le manipuler. I can't kill the camera. If these cameras stay on, I got no control over these cameras. Il était à deux doigts de me dire ce que je voulais savoir. Mais la présence de la caméra le gênait, et il s'est fermé comme une huître. Quand il a recommencé à parler, j'ai été sidéré d'apprendre qu'il connaissait les Starnes. Ce n'était pas simplement un voisin de cette famille qui habitait dans la même rue. Depuis plus de 10 ans, il était très ami avec Nancy Gorky, la petite fille. Et il avait même vécu chez les Starnes pendant un temps. Je lui ai tendu une perche. I know you couldn't have shot and killed him, but being in your shoes, I don't know how you decide to kick in the doors and take from them two old people that been a long time ago where they took you in. You dated their granddaughter. Mais il ne l'a pas saisi. Parfois, au cours d'un interrogatoire d'un suspect, il faut savoir lire en lui. Il faut le renvoyer en cellule et le laisser mariner dans son jus. Le laisser ressasser tout ce qu'il a pu dire ou ne pas dire. All right. I need to give the people time to finish searching that house to prove that we ain't gonna find that .40 caliber weapon in that house. If we do, we're gonna have to come back and have a talk. All right? Dans le même temps, on continuait de perquisitionner chez Sharon Galvin, dans Stonehouse Lane. I'm videotaping this room. D'après les informations de notre indique, les armes étaient cachées dans un compartiment secret sous la véranda à l'arrière de la maison. Avec d'autres enquêteurs, on a fouillé la chambre de Karim Mitchell. On a examiné le contenu des tiroirs, il n'y avait rien de valeur. Mais quand j'ai voulu les refermer, je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui n'allait pas jusqu'au fond. Il y avait vraiment quelque chose qui coinçait. Du coup, j'ai sorti le tiroir complètement. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Un Glock calibre 40 planqué derrière. Pourvu que ce soit l'arme du crime. La fouille minutieuse de la maison nous a permis de mettre la main sur de nombreux objets provenant de différents cambriolages. Il y avait des portefeuilles, des téléviseurs, des sacs à main, des outils, une foule de choses qui avaient été déclarées volées au cours d'autres cambriolages dans le secteur. On les a emportés au bureau du shérif pour les répertorier. Malheureusement, parmi ces objets,
il y avait le portefeuille de Kenneth Starnes avec sa carte d'identité. À partir de là, j'étais sûr que les occupants de cette maison étaient impliqués dans les meurtres. Au cours de l'enquête, on a été amené à parler à la mère de Richard Holmes, qui nous a fourni des informations. Elle a affirmé avoir croisé son fils et Karim Mitchell sur le parking d'un supermarché, non loin du comté d'Isle of Wight. Les deux hommes circulaient dans un pick-up Ford gris, mais elle ignorait à qui il appartenait. On a pu se procurer les images des caméras de surveillance. On y voit Richard Holmes et Karim Mitchell entrer dans le supermarché. Ils avaient aussi été filmés à l'intérieur. On voit Karim et Richard déposer des pièces prises dans un bocal qui correspond à la description que Nancy Gorky avait fait de celui de Kenneth Starnes. J'ai donc décidé de m'intéresser aux complices de Karim Mitchell, Richard Holmes, pour essayer de les monter l'un contre l'autre. J'ai donné à Richard ma version de la déposition de Karim en mentionnant les images de la caméra de surveillance dans Bradsby Lane. I just finished having an hour-long conversation with Kareem. So let me tell you how things go down. You and Kareem walking down Bradsby Lane at 4:30 in the morning because I got you on video. All right, and it's you, and he admitted it's you and him. Y'all walking 4:30 down Bradsby Lane, going towards Enosdale. It's you, no questions asked. It's y'all two. J'ai volontairement tout mis sur le dos de Richard. He was the first one through the door. You went in behind him. He grabs the TV out of the living room. You go grab another TV. He says when he's grabbing the TV, he's taking the big TV, goes in, the big TV's to the right, he's taking that TV, you go down the hallway, next thing he hears, gunshots. He don't know what in the hell happened. Richard done shoot somebody, he didn't get his ass shot. He said he goes back in there, you coming down the hallway with the TV in your hand. You go put the TV outside, and then y'all go back inside and take the rest of it. Richard a refusé de parler pendant l'interrogatoire. Le seul moment où il a ouvert la bouche, il aurait mieux fait de se taire, parce que ça a été pour sortir des âneries. You sit, Richard. You sitting there. I'm not. No, I'm not. You are. I feel like this whole conversation is larceny. Larceny? Larceny? Do you know the word larceny means? No, that's not what larceny don't mean. No. Larceny means stealing. I don't want to say anything. Okay. Richard avait besoin qu'on lui apprenne la vie. Alors c'est moi qui m'en suis chargé. Puis, j'ai appris qu'on avait trouvé ce qu'on pensait être l'arme du crime, cachée dans une commode dans la chambre de Karim. On a fait revenir ce dernier pour un nouvel interrogatoire. Et cette fois, pas question de le ménager. You understand how serious of a bind you're in right now. You in some deep right now. You understand me? The .40 caliber Glock I found in your bedroom, behind your dresser drawers. I told you I had people tearing that house to pieces, wall to wall. That's gonna be the gun that killed the Starnes, ain't it? That firearm right now, Kareem, is on the way to Norfolk. This damn gun here. Don't lie to me. I was not the shooter. When that ballistics from that Glock is going to match the bullets that we pulled out of the mattress, it's going to match the bullet that we pulled out of Ken's body, it's going to match the bullet that we pulled out of Meemaw's head. I thought you were told me the truth, though, and I found out you're lying to me. No, I told you 90%. I told you 90% of mine. So you need to tell me the other 10%. The other 10% is I did put the gun away. So
After everything? After everything, I did put the gun away. I wasn't home, so therefore the gun never got disposed of, but I did put it away. Le problème avec Karim, c'est qu'il n'avait pas cessé de me mentir. Du coup, je n'arrivais pas à savoir s'il avait finalement décidé de me dire la vérité ou s'il continuait à me mener en bateau. Come on, Kareem. Why are you sitting here telling me that don't make sense? It don't make sense. But this is the type of stuff that happen all the time. No, it does not. It does not. Two elderly people don't end up with bullets in their head. Nah, Kareem. En entrant dans la salle d'interrogatoire, je savais qu'on n'en ressortirait pas avant qu'il ne craque et dise la vérité une fois dans sa vie. À moins qu'il choisisse de se taire jusqu'au bout. As I said, it was all an accident. None of that was supposed to go that way. It was all an accident. All of it was an accident. I told you I'd tell you. Ain't no problem telling you. I just don't want to tell you from the back. Kareem. À plusieurs reprises, Karim avait déclaré qu'il avait des choses à dire. Mais pour une raison que j'ignore, la caméra au-dessus de la porte le gênait. That camera there bothers you that much? Is that important? Yes, it is. You can video it. I mean, you can voice record it on your phone. I tell you everything word for word. You just don't want to see it on this camera. So, you know I'm gonna get in trouble. You know I'm putting my job on the line for doing that. I do it. I just don't want to do it on this camera. J'ai décidé de suivre mon instinct. Puisque Karim voulait que je couvre cette caméra-là, j'allais le faire. Il y a un bout de rideau devant la petite vitre de la porte. Je l'ai décroché et je l'ai posé sur la caméra. September 28, 2017, Lieutenant Potter in the interview room with Kareem Mitchell. Kareem's asked me to turn off the cover the video camera, but he's given me permission to audio record this interview. All right, boss. Yeah, it's my permission to audio record. Okay. As I said, it was never ever. It's supposed to be just a quick kick and grab and go. And what happened was, kicked the door, grabbed one TV. You kicked the door? I kicked the door. Okay. Confronted by a male. And you knew who that male was, right? Yes, I knew who Where did Ken confront you at? In his doorway. Okay. In the hallway, in his doorway. Okay. Out of nowhere, I seen him reach for something. When I seen him reach, out of fear, I fired. Okay. J'écoutais Karim me raconter qu'il avait paniqué en voyant Kenny sortir dans le couloir. Ça semblait plausible. En revanche, comment justifier ce qui était arrivé à Mamie? I remember walking up where her doorway was, and she was quiet. I remember hearing her, I just couldn't see her. She said something, and that spooked me too, and I shot because I was afraid, so I shot. Yeah, you did. There ain't no other way to put it, and I can't sugarcoat that. You up. Rien ne justifie ce qu'il s'est passé. C'est Karim Mitchell qui a tout orchestré. C'est lui qui a tout planifié. Il avait l'intention de cambrioler la maison. De plus, il a emporté une arme en sachant pertinemment qu'il y aurait une confrontation avec les occupants. Il était donc prêt à les tuer si nécessaire. Il connaissait Kenneth Starnes et Nancy Starnes parce qu'au lycée, il avait été ami avec Nancy Gorky, la petite fille de Mamie. Il savait qu'ils étaient âgés et handicapés. J'ai imaginé ce qui a pu se passer dans l'esprit de Nancy Starnes pendant ces derniers instants. Elle entend des coups de feu. C'est une vieille femme handicapée, incapable de sortir de son lit.
Elle a probablement entendu Kenneth crier. Mais elle ne peut rien faire. Elle est clouée dans son lit. Elle a été tuée parce qu'elle pouvait identifier Karim. Le travail d'un inspecteur est d'enquêter sur un crime. Karim Mitchell a échappé à la peine capitale en plaidant coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre avec préméditation. Il a été condamné à 2 fois la prison à perpétuité. Richard Holmes a été accusé de 2 meurtres avec préméditation. À l'issue d'un accord passé avec le procureur, il a été condamné à 32 ans de prison. Sharon Galvin a été accusée de complicité après l'infraction, mais elle est décédée avant de passer en jugement. Je suis fier d'avoir contribué à faire condamner 2 coupables. Mais ça a été un véritable travail d'équipe de tous les enquêteurs. Certes, j'étais l'inspecteur principal sur ce dossier, mais c'est grâce au travail de chacun qu'il a été clos. Cette affaire m'a beaucoup touché. Et c'était important pour moi de pouvoir la résoudre et de permettre à la famille de faire son deuil. C'est une expérience que je n'oublierai jamais. Après le meurtre de ma grand-mère et de mon oncle, j'ai été submergé par plusieurs émotions. J'ai d'abord été sous le choc. Je n'arrivais pas à y croire. Puis il y a eu la colère et la dépression. Même si je suis convaincu que le système judiciaire a fait son travail, aucune condamnation n'est suffisante, pas même la prison à vie. Mais mamie et oncle Kenny auraient voulu qu'on passe à autre chose, qu'on soit heureux. Qu'on ne soit pas en colère ni figé dans le passé. Et je veux leur rendre hommage en allant de l'avant. S'ils étaient assis en face de moi aujourd'hui, je demanderais à mon oncle de m'accompagner une dernière fois à la chasse ou à la pêche. Et puis ensuite, mamie nous préparerait un de ces bons dîners pas diététiques pour dessous. Maintenant que mon frère n'est plus là, j'emporte toujours ses fusils et ses affaires quand on va à la chasse. Mon petit-fils me demande « Je peux tirer avec le fusil d'oncle Kenny ?» Et je lui réponds « D'accord, comme ça il chassera avec nous aujourd'hui. » Alors on emporte son arme. Parfois, quand je sors, tout est silencieux. Cet hiver en particulier, j'étais dehors un matin, le soleil se levait tout juste, alors je me suis assis sous les arbres. Il n'y avait personne. Dans la nuit du 7 et du 8 août 1963, l'Angleterre dort encore sous une couche de silence industriel. On silence the rails, de brume basse et de gares qui respirent au ralenti. Et rien, à première vue, ne laisse penser quoi au cours de cette obscurité va naître un crime assez audacieux pour se transformer presque aussitôt en légende. C'est celle qui fascine encore aujourd'hui dans le Great Train Robbery. Avant même que les policiers aient terminé de relever les premières traces, avant même que l'opinion comprenne l'ampleur du coup, l'affaire semblait déjà posséder tous les ingrédients d'un mythe moderne. L'argent, le train de nuit, la précision, les visages masques, la campagne anglaise, la violence brève mais décisive, puis la disparition. Encyclopédia Britannica rappelle que le butin importé cette nuit la s'élevait à environ 6 millions de livres. Une somme colossale pour l'époque. Arachio Glasgow London Royal Mail Train près de Bridgeo Bridge. Au nord de Londres, les archives britanniques, elles, insistent sur ce qui a rendu l'affaire si obsédante. Elle ne s'agissait pas seulement d'un volume, mais d'une démonstration presque insolente de sang-froid, d'organisation et de connaissance intime des files d'un système que l'on croyait solide, pour comprendre pourquoi cette histoire a tant marqué l'esprit. Il faut d'abord revenir à cette Angleterre du début des années 60, chaude d'elle-même en apparence, encore attachée à une certaine idée de l'ordre, du service, de la hiérarchie, du courrier qui traverse les pays dans des wagons, tris à la main comme si la nation entière tenait encore debout grâce à des routines immuables.
La nuit, les trains postaux ne transportent pas seulement des sacs et des billets. Ils transportent la confiance. Ils transportent la conviction qu'un royaume peut continuer à fonctionner pendant que ses habitants dorment. C'est précisément cette confiance que les hommes du Great Train Robbery ont frappé au cœur. Ils n'ont pas braqué une banque aux horaires prévisibles. Derrière des guichets et des portes, ils ont attaqué un flux. On est altéré, quelque chose de mouvant. De vivant, de britannique dans ce qu'il avait de plus discret et de plus essentiel. C'est aussi pour cela que l'affaire a immédiatement dépassé le simple fait divers. Elle donnait l'impression que le crime. Cette fois, n'avait pas seulement volé de l'argent. Il avait aussi humilié la mécanique même du pays. Mais les mythes, lorsqu'on les approche de près, sentent vraiment le romantisme. Ils sentent plutôt la sueur. La pure, la bouée, le métallette, la fatigue nerveuse derrière l'image. Devenu presque cinématographique, The Gentleman Bandits défiant l'ordre établi. Il y avait des hommes bien réels, Vénus du banditisme. Des cambriolages, des coups montés. Des liaisons troublées et des réseaux criminels qui s'étaient peu à peu spécialisés dans l'art de regarder là où les autres ne regardaient pas. Le cerveau le plus souvent associé à l'opération est Bruce Reynolds. Présente par Britannica comme le meilleur de cette équipe, un homme déjà connu pour des cambriolages et des vols à main armée. Un homme qui ne cherchait pas le désordre aveugle mais l'opération nette, le coup qui écrase tout le reste. Et c'est là une nuance essentielle. Le Great Train Robbery n'est pas devenu célèbre uniquement parce qu'il rapporte beaucoup. Il est devenu célèbre parce qu'il apparu, pendant quelques heures, presque parfait pour qu'un crime de cette nature voie le jour. Il ne suffit pas d'avoir de l'audace. Il faut du temps. Des informations, des complicités, des repérages, une patience presque administrative. Les récits historiques s'accordent sur un point. Les voleurs disposant d'informations internes sur les horaires. Les chargements et le fonctionnement du train, Britannica mentionne explicitement l'aide d'une unité reste longtemps anonyme, ainsi que l'existence d'un cachet rural, Leatherslade Farm, en Buckinghamshire, prévu comme refuge après le braquage. Rien, dans cela, n'évoque un élan improvise, tout respire la préparation. Quelqu'un observe les habitudes, quelqu'un a compris quels wagons contiennent. Quand l'argent circulait, à quel moment la vigilance se relâchait. Comment ralentir la machine sans déclencher un chaos incontrôlable? Il fallait connaître les temps morts du réseau. Les distances, les points vulnérables. Le comportement des équipages est surtout cette vérité essentielle de tous les grands braquages. Place le système Paridlord, place SIS opérateurs, finissant par le croire invulnérable. Et place ils deviennent imprévisibles, il faut se représenter la scène non comme un acte de cinéma, mais comme une mécanique sombre, avance pas à pas. Quelque part dans la nuit anglaise, le train postal Glasgow-Londres roule avec cette autorité calme des convois qui savent leur route parcours. À bord, il y a la routine. Les gestes répétés, la confiance professionnelle. On try, on surveille. On avance, the horse. Pourtant, un autre emploi du temps s'est mis en place. Un emploi du temps clandestin, construit contre celui de l'État. Les hommes qui attendent ne comptent pas les minutes comme des voyageurs ou des cheminots. Ils les comptent comme des chirurgiens du risque. Chaque seconde de retard peut faire échouer le plan. Chaque hésitation peut transformer une coupe magistrale en catastrophe. C'est cette tension qu'on oublie souvent quand la légende a déjà recouvert l'événement. Avant de devenir des noms dans les journaux, des silhouettes dans les archives. Ils sont des hommes figués dans l'obscurité, à l'écoute d'un train qui s'approchait. Le point choisi n'était pas anodin. Les récits de Britannica et de History s'accordent sur la méthode.
Les braqueurs ont manipulé le signal à Sears Crossing pour afficher un feu rouge et forcer la locomotive à s'arrêter. See detail. À lui seul contient toute la sophistication et toute la froideur du couple. On n'arrête pas un train comme on arrête une voiture. On ne l'intimide pas par un simple barrage. Il faut entrer dans son langage, parler sa grammaire technique. Détourner son obéissance. Le rouge est plus fort que les hommes. Plus fort que la vitesse, plus fort que l'élan. Le train obéit au signal comme un cours à une impulsion nerveuse, le génie criminel du braquage. S'il faut employer ces mots avec prudence, réside ici. Les voleurs ont compris que pour dominer la puissance, il ne fallait pas la combattre frontalement. Il fallait lui donner un ordre crédible, puis tout se précipitait. Une lumière rouge dans la nuit, un arrêt imprévu. Des hommes surgissant, masques. Organizes, decides. Le feu de l'action, Louis. N'a rien de romantique. History évoque l'apparition de plus d'une douzaine d'hommes en cagoules après l'arrêt du convoi. Britannica précise que le chauffeur est grièvement blessé d'un coup à la tête, tandis que les fireman partis vérifier le signal est maîtrise. Au cœur du mythe, il y a donc dès le début un fait brutal qu'aucune légende ne fasse vraiment. Pour voleur, il a fallu frapper. Le conducteur Jack Mills, devenu l'un des visages oubliés de l'affaire, n'est-ce pas un figurant de récit criminel? Il est le homme sur lequel s'est abattue la violence nécessaire à la réussite de l'opération. Et c'est peut-être là que le Great Train Robbery cesse déjà d'être une aventure pour devenir qui laisse profondément. Un crime qui brouille? Un crime qui laisse derrière lui des corps, des traumatismes, des vies déformées pourtant. La précision du groupe empêche l'opération de sombrer dans la panique. Les hommes savent si qu'ils violent. Savent quels wagons détacher. Savent combien de temps ils peuvent rester. History raconte qu'après l'arrêt initial, le train est déplacé plus loin sur la voie, jusqu'à un point de rendez-vous, afin de faciliter le transfert de l'argent. Le détail a quelque chose de presque irréel, même après l'assaut. Le braquage ne se contente pas d'exister, elle se réorganise en mouvement. Les braqueurs ne prennent pas ces quiz pouvant dans la confusion. Ils reconfigurent la scène à leur avantage. Ils font avancer leur proie. Ils transforment le train lui-même en instrument de volume. Et c'est précisément cette continuité glaciale qui stupéfie à aucun instant. Dans les récits conserves, on ne sent une bande livrée à l'improvisation grossière. On sent un plan absorbant chaque obstacle au fur et à mesure. Vient ensuite l'image qui hantera la mémoire populaire. Les sacs de billets retirés du train, transportés en chaîne humaine vers les véhicules d'évasion. Selon Britannica comme selon History, environ 120 sacs postaux sont importés. On imagine souvent le braquage comme un éclair, une décharge de violence suivie d'une fuite. Mais le Great Train Robbery a quelque chose de plus troublant encore. Il la demande du Toms. Il la demande des bras, des dos, des mains, des allers-retours. Une logistique presque lourde, presque visible. 2 tonnes et demi d'argent, comme le rappelle la tradition narrative autour de l'affaire. Ne disparaissant pas comme un bijou glissé dans une poche, elles doivent être déplacées. Charges, reparties. Elles pesantes, elles ralentissantes. Elles rendant le succès plus improbable encore. Et pourtant, dans la nuit, cela fonctionne. C'est cette contradiction qui a nourri le mythe. Le coup semblait trop massif pour réussir. Trop matériel pour se volatiliser, et malgré qu'elle ait la belette bien perce le cours du pays avant de s'enfoncer dans la campagne. La campagne, justement, joue dans cette histoire un rôle presque moral après le fracas continu du braquage. Après les signaux manipulés, les coupes, l'argent arrache. Le récit se déplace vers une Angleterre rurale. Place silencieuse encore, où les voleurs espérant devenir invisibles
Leatherslade Farm n'était pas seulement un refuge pratique, c'était une tentative de dilution, une ferme isolée. Des véhicules, des hommes cachés. L'illusion qu'inquiétante, les rails ont quitté aussi la lumière. Britannica mentionne cette cache comme l'une des pièces essentielles du plan. History, de son côté, a largement contribué à populariser l'image des braqueurs, jouant au Monopoly avec leur argent dans cette ferme. Image si célèbre qu'elle a presque fini par incarner. Elle est sur l'arrogance joyeuse du gang. Il faut toutefois regarder cette scène avec lucidité. Qu'ils ayant joué une non-danse l'insouciance qu'on leur prête. Si momentit sur toute autre chose. Lorsque certains criminels réussissent un coup immense, ils commettent parfois l'erreur de croire qu'ils ont également vaincu le réel. Ils pensent avoir battu le système alors qu'ils n'ont fait que gagner du temps. Elle tombe dans cette affaire. Devient immédiatement l'adversaire principal, car tandis que l'argent est réparti, que l'adrénaline tombe, que la nuit se dissout lentement dans la baie, l'onde de choc commence à se propager. Un train arrête n'est jamais un simple retard. Un équipage agresse, un convoi postal vide d'une somme aussi prodigieuse. C'est la machine britannique entière qui se révèle brutalement. La police comprend vite qu'elle n'a pas affaire à des amateurs. L'opinion, elle est pourquoi presque, aussitôt qu'il se passe quelque chose d'inédit. Le mot grandance, Great Train Robbery n'est pas seulement quantitatif. Il est narratif, il désigne l'échelle du braquage. Bien sûr, mais aussi la taille de la blessure symbolique. Le pays découvre que des hommes ont su lire ces circuits, anticiper SES reactions. Utiliser SES procedures contre lui, la chasse à l'homme commence en réalité dès que cette prise de conscience s'installe. Si n'est plus seulement la recherche des voleurs, c'est la nécessité de réparer une humiliation publique. Pourtant, ce qui rend la suite si captivante, c'est ce que la grandeur du plan portait en elle les germes de son propre effondrement. Plus l'opération avait été ambitieuse, plus elle exigeait d'acteurs, de déplacements, de contacts, de traces. Plus elle impressionnait, plus elle ouvrait d'angles à l'enquête. C'est l'un des paradoxes les plus féconds de l'histoire criminelle. Le coup qui semblait supérieur par son audace devient souvent vulnérable par la quantité de détails qu'il doit maîtriser. Britannica rappelle que les voleurs laisseront derrière eux des preuves, notamment des empreintes retrouvées à la ferme après une tentative maladroite pour effacer ou détruire les traces. History insiste lui aussi sur la découverte d'indices à Leatherslade Farm, y compris la fameuse référence au Monopoly, qui aurait contribué à faire tomber plusieurs membres du gang. Cette retombée brutale dans la matérialité est presque ironique. Après avoir vaincu un train par la ruse et le signal, après avoir semblé flotter au-dessus du système, les braqueurs redeviennent des hommes ordinaires capables d'oublier, de négliger, de mal nettoyer, de laisser le banal les trahir. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour la première partie de cette histoire, il faut rester dans la zone la plus inquiétante de toutes. Celle où l'on ne sait pas encore si l'on assistait à un exploit criminel isolé ou au début d'une traque interminable. Au petit matin, les faits sont déjà là. 2 irrevocables. Un train a été stoppé par un faux signal. Des hommes masques ont pris le contrôle de la scène. Le conducteur a été gravement blessé. Des sacs de billets ont disparu dans la nuit. Et quelque part, dans un refuge préparé d'avance. Des criminels regardent leur fortune étalée devant eux comme une preuve de puissance, si tableau. Prise à cet instant précis, a de quoi séduire les imaginations, les plus dangereuses. Il donne l'illusion que l'intelligence peut dominer la loi, que l'audace récompense tout, que la précision efface la brutalité. C'est exactement ainsi que naissent les mythes noirs. Ils effacent le sang sous la netteté du geste. Ils remplacent la peur des victimes par le vertige du coup réussi. Ils font du criminel une stratégie et de la société blessée un simple décor, ou c'est là qu'il faut ralentir et regarder autrement.
Sous la surface brillante du récit, la vérité est plus lourde, plus triste, plus corrosive. Jack Mills a été frappé pour que le train cède. Les hommes présents à bord n'ont pas vécu une légende mais une effraction terrifiante de la nuit. Du devoir et de la sécurité, les sommes volées. Aussi spectaculaires soient-elles, n'étaient pas des abstractions destinées à embellir des unes de journaux. Elles appartenaient à un système de circulation, de retraite, de confiance. Et les braqueurs eux-mêmes s'y disciplinent dans l'action. Entrant dès instant dans une logique de fuite où le triomphe ne dure jamais, car le propre des grands coups esquils se termine vraiment au moment où l'argent est importé. En réalité, ils commencent vraiment là. Le braquage n'est que la première moitié de l'histoire, la seconde, souvent, plus terrible. C'est celle des visages qui se crispent, des alliances qui se fragilisent, des héros qui sortent de l'ombre, des noms qui circulent, des villes qui deviennent dangereuses, des réfugiés qui rétrécissent, des frontières qui attirent des policiers qui, pied à pied, reconstruisent le puzzle. C'est pour cela que le Great Train Robbery demeure plus qu'un simple volume célèbre. Il marque le point exact où le crime pense avoir atteint sa forme la plus élégante, alors même qu'il vient d'entrer dans la partie la plus impitoyable de son existence. Dans la nuit du 8 août 1963, les hommes de Bruce Reynolds ont peut-être eu le sentiment de toucher quelque chose de rare. Presque historique, comme si le monde allait désormais se souvenir d'eux avec la fascination réservée aux audacieux. Ils n'avaient pas tout à fait tort. Le monde s'en est souvenu, mais il s'en est souvenu avec cette ambiguïté glaçante propre aux grands récits criminels, un mélange de stupeur, de curiosité, de répulsion et d'émerveillement malsain. Parce quoi, au fond, ce qui captivera bientôt des millions de gens ne sera pas seulement la somme volée ni la virtuosité du plan. Si sera la question qui vient immédiatement après, la question qui allume les journaux, les commissariats et l'imagination du public, comment retrouver des hommes capables d'avoir fait cela. Et surtout, où disparaissent-ils après avoir défait un pays entier? À partir de cet instant, les rails ne sont plus seulement des rails. Ils deviennent une ligne de fracture entre deux récits. D'un côté, celui du braquage réussi, net, presque insolent, de l'autre. Celui de la poursuite, de l'usure, des erreurs humaines et du prix réel de la légende. Et tandis que l'aube s'élève sur les campagnes anglaises, le pays ne sait pas encore qu'il ne vient pas simplement d'être volé. Il vient d'être entraîné dans une histoire dans chaque détail. Du faux signal rouge à la ferme isolée, de la violence contre le conducteur au butin faramineux. Va nourrir pendant des années une obsession nationale, le train. Lui a déjà été immobilisé. Mais le récit, lui, ne fait que commencer, au matin qui suit le braquage. L'Angleterre ne comprend pas encore qu'elle vient d'entrer dans une histoire qui va dépasser le simple volume et s'installer dans l'imaginaire national comme un mélange de scandale, de fascination et de humiliation. Sur le papier, les faillites sont déjà suffisamment énormes pour sidérer n'importe quel pays. Un train postal a été stoppé par un faux signal. Un conducteur a été violemment frappé. Plus de 2,5 millions de livres ont disparu dans la nuit et les auteurs se sont évanouis avant même que la machine policière n'y trouve le bon rythme. Mais ce qui donne à cette affaire son soufflet particulier, ce n'est pas seulement la réussite initiale du coup. C'est la sensation, presque immédiate, que les hommes qui l'ont commis ne se sont pas contents de voler de l'argent. Ils ont dévoilé quelque chose de plus profond. Une fragilité cachée sur les certitudes britanniques, comme si la société découvrant le braquage découvrait en même temps qu'elle n'était peut-être pas aussi hermétique qu'elle l'avait cru. Pendant ces temps, à Leatherslade Farm, l'air ne doit déjà plus avoir la même sévère que quelques heures plus tôt. La nuit du triomphe s'efface. Et avec l'étiquette ivresse qui accompagne les grandes prises de risque lorsque, pendant quelques minutes,
L'impossible semble avoir cédé. Il y a maintenant les corps fatigues, les mainsails, les nerfs qui retombent, la nécessité de compter, de deviser, d'ordonner, de se rassurer. Le coup a été exécuté. Mais rien n'est encore véritablement gagné. C'est le moment le plus dangereux pour des hommes pareils. Celui où l'on passe de l'action à la presse, de la violence concentrée à la gestion du chaos invisible. Tant que l'on court, l'esprit ne doute pas, dès que l'on s'arrête. Il commence à entendre tout ce qui pourrait se dérégler, les sacs d'argent. Si impressionnants lorsqu'ils étaient en sortie du train, deviennant soudain une masse embarrassante, presque monstrueuse. Ils promettent de la richesse, mais exigeant aussi des planques, des intermédiaires, des faux noms, des mensonges, des itinéraires sources, des silences solides. Place le boutin escrant, place il pèse sur ce qui le possédant. C'est là que se produit l'une des métamorphoses les plus intéressantes de l'histoire. Quelques heures auparavant, la bande ressemblait à une machine. Chacun savait quoi faire. Aussi placeur, comme un gueux. À quel moment intervenir, tout avait une direction. À la ferme, cette direction commence à s'y fragmenter. On est place dans la pure logique du plan. On entre dans la psychologie des hommes, et c'est toujours à cet endroit que les grandes opérations criminelles commencent à se fissurer. Les récits ultérieurs ont souvent insisté sur l'atmosphère presque irréelle qui régnait dans cette cache, comme si l'ampleur du succès avait momentanément suspendu le bon sens. Certains témoignages ont nourri l'image d'un groupe exalte, presque euphorique. Jouant avec l'idée de sa propre invincibilité. Cette image, à travers les décennies, particulièrement résumée à elle sur un danger fondamental. Les moments où des criminels se sentent craindre le monde réel et commencent à croire à la légende qu'ils sont en train d'écrire sur eux-mêmes. Pour Bruce Reynolds et ceux qui l'entourent. La réussite du braquage n'est pourtant pas qu'un exploit. Elle est aussi une promesse. Et les promesses sont souvent plus dangereuses que les armes. L'argent vol n'offre pas seulement du confort. Il ouvre la possibilité d'une autre vie, d'une sortie, d'un affranchissement, d'une existence enfin débarrassée de la médiocrité. Des combines répétitives, du risque quotidien pour des gains dérisoires. C'est sans doute là qu'il faut chercher une partie du pouvoir du Great Train Robbery sur l'imaginaire populaire à travers lui. On entrevoit des hommes qui ne veulent plus survivre dans les marges habituelles du banditisme. Ils veulent un coup qui change l'échelle de leur vie. Ils veulent un avant et un après. Ils veulent faire basculer le destin. Comme le notent les récits de Britannica en évoquant Reynolds et les autres membres du gang, il ne s'agissait pas de novices exaltés par une simple montée d'adrénaline. Mais de criminels déjà aguerris, attirés par l'idée du grand coup précisément parce qu'il promettait une rupture décisive. Et cette rupture, au matin du volume, paraît possible. Mais l'Angleterre, elle aussi, change d'échelle à mesure que l'affaire se répand. Dans les guerres, dans les bureaux de poste, dans les rédactions, dans les commissariats. Le braquage se met à vivre sa seconde existence, celle de l'histoire racontée. Chaque détail circule comme un choc. Le train venait de Glasgow. Il transportait l'argent de toute une série d'opérations bancaires et postales. Le signal avait été manipulé. Le conducteur avait été agressé. La somme importée était gigantesque. Et surtout, détail essentiel. Les voleurs avaient réussi à disparaître. C'est ce dernier point qui transforme un braquage spectaculaire en affaire nationale. Car tant qu'ils ne sont pas retrouvés, les auteurs existent partout à la fois. Ils peuvent être sur une route secondaire, dans une ferme, dans un appartement discret de Londres, à quelques kilomètres sur les mains de ceux qui les cherchent. Ou déjà en train de préparer leur sortie du pays, l'opinion publique commence à leur faire sequel fait toujours face aux grands crimes. Elle remplit le vide avec de l'imagination. Et de l'imagination,
nourrie par les journaux, est souvent plus puissante que les faits eux-mêmes. Dans cette montée du récit public, la violence de l'affaire court le risque de devenir secondaire. Absorbée par la virtuosité apparente du plan, c'est l'un des mécanismes les plus troublants du milieu criminel. Plus une opération semble audacieuse, plus certains regards oubliant sequela exigent pour réussir. Pourtant, il suffit de revenir à Jack Mills pour sentir que le mot braquage signifie réellement. Cet homme n'a pas vécu une aventure de cinéma, ni une parenthèse romanesque dans la nuit anglaise. Il a été l'un de ceux sur lesquels l'action s'est imprimée physiquement, les sources historiques rappelant qu'il ne s'est jamais complètement remis de ses blessures. Et si dit-il change tout, parce qu'il retire au crime le vernis trop facile qu'on aime parfois lui accoler rétrospectivement. Derrière le génie du faux signal, derrière la précision de l'embuscade, il y a le corps d'un homme frappé au nom de la réussite du plan, c'est une vérité inconfortable. Mais nécessaire, chaque fois qu'un grand braquage devient légende. Il y a quelqu'un dont la souffrance réelle sert de fondation à l'admiration malsaine des autres, à Leather Slade Farm. Cependant, cette dimension humaine de la violence s'éloigne déjà peut-être dans les esprits. Les braqueurs ont besoin de ne plus penser au train comme à une scène peuplée de hommes. Ils doivent le réduire à une opération terminée. C'est la seule manière de préserver cette sensation de contrôle sans laquelle la presse devient insupportable. Ils doivent compter, répartir. Discuter des parts, décider qui part le premier. Qui reste, qui prend quoi. Qui connaît quelle adresse, qui peut tenir sa langue. Qui ne le pourra pas. Ce sont des questions minuscules en apparence. Mais elles portent déjà l'avenir du gang. Une grande somme ne lie pas seulement les complices, elle les met à l'épreuve. Celui qui, dans un petit coup, se serait contenté de sa part avec discipline perte, devant des montagnes de billets. Devenir nerveux, jaloux. Imprudent, vaniteux. Ou soudain trop visible, place le rêve est grand. Place la peur de la perdre devient corrosive. Le Great Train Robbery est souvent raconté comme une démonstration de sang-froid. Et c'est vrai si l'on considère uniquement les minutes de l'attaque, mais dans les heures qui suivantes. Une autre vérité apparaît. Le crime n'exige pas seulement du courage ou de la méthode. Il exige une maîtrise prolongée de la presse. Or, la presse est le domaine où tout se décompose. Il faut dormir sans réellement dormir. Parler sans trop parler. Brûler ou nettoyer certains objets, déplacer les véhicules. Effacer les traces, penser aux empreintes. Aux fibres, aux itinéraires. Il faut décider ce qui doit disparaître tout de suite et ce qu'on gardera. Il faut aussi accepter une évidence terrible. Plus personne ne reviendra à la normalité. Même ceux qui s'en sortiront provisoirement ne pourront plus respirer comme avant. Dès que l'argent entre dans leur vie, la fuite y entre aussi. Dans le pays, les enquêteurs commencent déjà à faire ce qu'ils font. Les bons chasseurs. Ils réduisent le merveilleux à des détails. Là où le public voit un coup prodigieux. La police cherche des heureuses, des pigneuses, des empreintes, des points de passage, des achats suspects, des fermes louées, des téléphones utilisés, des visages aperçus. Ce contraste entre la légende et la méthode policière donne à l'affaire sa texture particulière. Le grand public rêve ou s'indigne. L'enquête. Elle, de grâce le récit. Elle retire au mythe sa musique pour écouter le bruit sec des fêtes. Un train ne s'arrête pas par magie. Des hommes ne surgissent pas de nulle part. Des véhicules doivent être trouvés. Une cache doit être sécurisée. Des intermédiaires ont forcément vu sur quelque chose. À cet instant de l'histoire, personne ne peut encore savoir quelle erreur fera tout basculer. Mais il est déjà certain qu'une erreur existe quelque part. Parce qu'il y en a toujours une. La perfection criminelle est un fantasme des lecteurs. Sur le terrain, il y a seulement des plans brillants menés par des êtres fallibles.
La botte noire du Great Train Robbery tient précisément dans cette suspension. D'un côté, le gang goûtait encore les restes de son triomphe. De l'autre, l'appareil d'État commence à se déployer entre les deux. Il y a une vide électrique, une fenêtre étroite où tout semble encore possible. Les hommes de Reynolds pouvant encore croire qu'ils ont une avance décisive. Les policiers pouvant encore ignorer à quel point leur retard est grand. Le public, lui, ne sait qu'une chose. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Cette ignorance partagée, mais vécue de manière opposée, produit une tension presque parfaite. Les voleurs pensant peut-être au départ, au partage, à l'évasion future. Les enquêteurs pensant au braquage, au mode opératoire, aux premières pistes et la presse. Entre les deux, transforme progressivement l'événement international. C'est ici que naît le second visage de l'affaire. C'est lui qui la fera durer bien au-delà du fait brut. Car un grand crime ne devient mieux que lorsqu'il rencontre une société prête à le raconter d'une certaine manière. L'Angleterre du début des années 60. Avec ses journaux populaires, son goût pour les récits de classe, sa fascination mêlée de répulsion pour les hors la loi trop intelligence, offrait un terrain idéal à cette mutation. Très vite, le braquage ne se contente plus d'être un dossier criminel. Il devient une histoire sur le culot, sur le système pris à reverse, sur les limites de l'autorité, sur la frontière troublante entre admiration et condamnation. Certains commencent à voir les auteurs comme des bandits remarquables, presque ingénieux. D'autres y lisent l'insulte faite à l'ordre. Le signe inquiétant que le crime, désormais, peut rivaliser en sophistication avec les institutions. Entre les deux, le public oscille, attire malgré lui par le spectacle d'une audace qu'il désapprouve. Cette ambiguïté, Bruce Reynolds l'a comprise mieux que beaucoup d'autres. Il savait instinctivement qu'un coup pareil ne se contente pas de produire un enrichissement, il fabrique une réputation. Il imprime des noms dans la mémoire, et pour un certain type de criminel. Cette dimension compte presque autant que l'argent lui-même, être l'auteur d'un grand coup. C'est exister autrement dans le monde interlope, mais aussi dans ce monde tout court. C'est passer du rang d'homme recherche à celui de figure. Et pourtant, si passage est empoisonné, place le nom grandit. Place le tire, place le récit enflé. Place la pression s'intensifie. Un criminel peut vouloir la gloire souterraine du milieu. Il oublie souvent que cette gloire est faite de lumière. Et que la lumière révèle, pendant que les cieux s'écoulent. La ferme qui avait paru un refuge commence, presque imperceptiblement. A change de nature, les mots non pas bougent. La campagne est la même, les billets sont toujours là. Mais le lieu n'est protégé déjà plus de la même manière. Tout cachet criminel est fini par se transformer en piège dès que ceux qui l'occupent restant une heure de trop ou y commettent un geste de trop. Le refuge rassuré parce qu'il donne l'illusion de la maîtrise, en réalité, il concentre les traces. Il retient les empreintes, les conversations, les objets déplacés, les habitudes. Les erreurs, les sources historiques sont beaucoup insistent par la suite sur ces paradoxes. L'endroit prévu pour sécuriser les succès a aussi contribué à l'effondrement du gang. Et cette ironie, déjà présente sans que les hommes s'en rendent compte, donne au sein de l'après-braquage une profondeur tragique. Ils croient tenir leur retraite. Ils alimentent déjà la mémoire matérielle qui pourra les livrer, dans un autre registre. Il faut aussi imaginer ce que représente, et cet instant, une somme comme tout. 6 millions de livres pour des hommes issus du banditisme britannique du milieu du siècle. Ce n'est pas seulement une fortune, c'est un changement de dimension presque mental. Des vies entières sont souvent jouées pour bien moins que cela. Des carrières criminelles entières n'ont jamais approché une telle somme. D'une certaine manière, le butin est trop grand pour rester abstrait.
Il impose des fantasmes immédiats, fuite vers l'étranger. Nouvelles identités, confort durable. Retraite du milieu, élégance retrouvée. Fin des petites combines, mais il impose aussi un problème vertigineux. Comment faire entrer un tel pactole dans la réalité sans attirer toute la violence du regard public et policier? L'argent volé à très grande échelle n'achetait pas sous les mains des possibilités. Il fabrique des anomalies, et les anomalies, surtout dans une société encore très structurée, finissant par être vues. La partie la plus troublante du Great Train Robbery n'est donc pas seulement l'assaut du train, ni même la sophistication du faux signal. C'est ce moment où les succès se changent en poids. Tout ce qui a paru lumineux dans la nuit prend une paisseur sombre au matin. Le plan, c'est net dans son exécution. Deviant flow dans ses conséquences. Les complices, impeccables dans l'action, redeviennent des hommes avec des limites. Des nerfs, des habitudes, des vanités, des oublis. L'argent, la guerre promesse absolue, se changer en matière encombrante. Et surtout, la société attaquée se révèle. C'est cela, le véritable basculement. Au fond, tant que le train roulait, tant que le signal n'était pas encore devenu rouge, le monde ordinaire tenait après l'attaque. Si le monde ordinaire se remet à marcher, mais autrement, il a été blessé, humilié, provoque, il veut comprendre. Il veut nommer, il veut retrouver. Et dans ce désir de retrouver, il y a autre chose qu'une simple procédure. Il y a un besoin moral de réponse. Un pays supporte mal qu'un crime aussi spectaculaire reste suspendu sans visage identifié. Sans punition visible, sans restoration d'un certain équilibre. Le Great Train Robbery, ainsi stade du récit. N'est donc plus seulement une affaire de gang et de police, il devient le lieu d'un affrontement symbolique entre deux formes d'intelligence. D'un côté, c'est l'équilibre les failles du système pour les exploiter. De l'autre, c'est l'équilibre les failles des criminels pour les reconstruire. C'est ce duel qui commencera bientôt à dominer toute l'histoire. Mais pour l'instant, dans cette partie du récit, la balance semble encore osciller. Les braqueurs ont la première manche, ils sont aux l'inconcevable. Ils ont forcé un train à s'arrêter en lui parlant dans sa propre langue. Ils ont déplacé des montagnes de billets sous le nez d'un pesantier. Ils se sont repliés avec une avance réelle, et cette avance, à cet instant précis, ça fait de nourrir une croyance dangereuse. Celles qu'ils sont peut-être, malgré tout, sorties du cadre commun. C'est peut-être dans cette croyance que se niche déjà l'heure de fête future. Car dès qu'un homme se pense au-dessus des conséquences, elle commence à se livrer à elles. Le Great Train Robbery est une histoire d'audace, oui. Mais c'est aussi une histoire de démesure, et la démesure ne réside pas seulement dans la somme volée ou dans la précision du coup. Elle réside dans l'idée même qu'un tel acte pourrait être absorbé sans retour, qu'un pays humilié pourrait rester longtemps aveuglé, qu'un groupe nombreux, chargé d'argent et de secrets, pourrait se dissoudre sans fissures. Cette illusion n'est pas encore morte à Leather Slade Farm. Mais elle a déjà commencé à pourrir de l'intérieur, le plus troublante. Lorsque l'on regarde cette étape de l'affaire avec le recul, c'est ce que tout semblait encore ouvert. Rien n'est encore refermé. Les journaux n'ont pas encore livré tous leurs noms. Les policiers n'ont pas encore reconstitué toutes les connexions. Les fugitifs n'ont pas encore tous commis leurs erreurs les plus coûteuses. Le public n'a pas encore transformé chaque détail en symbole. Nous sommes dans une zone intermédiaire. Un couloir de tension où les mythes se mettent en place avant même que la chasse à l'homme n'atteigne sa pleine intensité. Et c'est précisément ce moment qui donne à la seconde partie sa puissance narrative. Le coup est derrière nous, mais son ombre est devant tout le monde. À la fin de ces premières heures, une vérité s'impose.
L'ordre est implacable. Les auteurs du braquage ont peut-être remporté une victoire logistique. Tactique, spectaculaire. Mais ils viennent aussi de se condamner à une autre vie, faite de mouvements perpétuels, de prudence forcée, de soupçons réciproqués et d'obsession du détail. Ils sont peut-être touchés, pendant un instant. Le rêve absolu du banditisme moderne, pourtant. Si le rêve a déjà commencé, leur demande le prix qu'il exige toujours, et tandis que l'Angleterre, fascinée, scandalisée, fascinée de nouveau, commence à raconter leurs gestes comme on racontait les premiers actes d'une légende noire. Eux-mêmes s'éloignent sans encore comprendre que le plus difficile n'était pas d'arrêter le train. Le plus difficile sera désormais d'échapper au récit qu'ils viennent de créer. Ici, stade de l'histoire, le braquage a déjà eu lieu. L'agent a déjà quitté le train. Les moteurs se sont déjà tous dans la campagne. Et pourtant, le véritable danger ne fait que commencer. C'est souvent ainsi dans les grands crimes. Le moment qui fascine le plus le public n'est pas toujours celui qui condamne réellement les coupables. L'assaut contre le train demande de l'audace, du sang-froid, une discipline presque militaire. Mais la suite exige autre chose, quelque chose de plus rare encore. La capacité de rester parfait après avoir cessé de l'être. Or, aucun homme ne demeure longtemps à la hauteur d'un plan qu'il a dépassé. À partir de là, l'affaire change de nature. Si n'est plus seulement un exploit criminel suspendu dans la nuit britannique, c'est un organisme vivant. Une traque qui se met à respirer, à ramper, à chercher, à rapprocher des détails qui n'avaient encore aucun sens entre eux. D'un côté, les braqueurs tentant de préserver l'illusion que tout tient encore, que le coup reste maîtrise, que l'avance gagnée pendant la nuit peut être convertie en sécurité durable. De l'autre, la police commence à faire ce qu'elle fait de mieux lorsque l'humiliation publique est trop grande pour être tolérée. Réduire l'exceptionnel à l'ordinaire, le spectaculaire au concret. Limiter à des empreintes, des véhicules. Des objets, des noms. Des habitudes, comme le rappel en Britannica. La British Transport Police et les récits historiques repris par les institutions britanniques, le volume n'était pas seulement immense par sa somme, il frappait un train postal. Un service vital, et sa brutalité contre le conducteur Jack Mills avait donné à l'affaire un poids politique et symbolique qui rendait une réponse rapide et presque inévitable. Encyclopédia Britannica 1. C'est qui rend la troisième partie si troublante. C'est justement cette coexistence entre deux réalités contraires dans la première. Celle que les voleurs essayent encore de croire. Le braquage reste une victoire nette. Le faux signal fonctionne. Les lignes téléphoniques ont été coupées. Les sacs ont été chargés. Le train a été dominé. L'affaire m'a servi de repli. L'argent existe physiquement. Il est là, palpable. Repartible, presque irréel dans sa masse. Dans la seconde réalité, plus froide, plus lente, bien moins flatteuse. Chaque minute qui passe transforme cette réussite en problème logistique, puis un problème humain, puis un problème judiciaire. Car à partir du moment où le premier sac a quitté le wagon, le gang n'a plus seulement dû cacher un butin, il a dû cacher son propre comportement. Et c'est un point capital. L'argent ne trahit personne par lui-même, ils sont les hommes qui le font. Les hommes qui dépensent trop vite, qui parlent trop longtemps, qui veulent rassurer les mauvaises personnes, qui font confiance à des mélanges faibles, qui réapparaissent là où il ne fallait pas, qui gardent des objets, qui négligent un détail ridicule, qui s'imaginent que l'intelligence déployée pendant le coup va continuer à les protéger automatiquement après ce coup. Toute l'histoire de la chute des grands gangs tient dans cette erreur. On croit avoir gagné contre le système parce qu'on l'a surpris une fois. Alors qu'en vérité, on vient seulement de l'obliger à se concentrer entièrement sur soi dans les heures qui suivent.
Les enquêteurs ne disposent pas encore de tout, mais ils savent déjà une chose essentielle. Un tel braquage ne peut pas être improvisé. Cela signifie des repérages, des complicités, un lieu de chute, des véhicules préparés, des spécialistes, des informations internes. Cela signifie aussi une équipe assez nombreuse pour que les secrets se transforment rapidement en matériaux instables. Plus une crime sophistiquée, plus il nécessite de points de contact avec le monde réel, et plus il y a de points de contact, plus il y a de risques. Circuit de loin, ne voyant que l'audace du plan oubliant souvent ses coûts structurels, il a fallu un homme capable de manipuler les signaux. Il a fallu des gens pour connaître la composition du train et le wagon des valeurs. Il a fallu des bras pour transférer les sacs. Il a fallu un camion, des Land Rover, une ferme, de la nourriture, du couchage, de la peinture, une organisation, des trajets de repli. Tout cela ne s'évapore pas avec le bruit du train qui s'éloigne. Tout cela reste quelque part. Sous forme de traces, de souvenirs, de conversations, de locations, de chats, de regards. C'est précisément cette masse invisible que la police commence à sonder, et à mesure qu'elle le fait. La version apparente de l'événement, une bande surgit de nulle part, frappant vite puis disparaissant comme une ombre commence déjà à se fissurer. Non, ces hommes ne sont pas apparus du néant. Non, ils n'ont pas quitté le monde en important l'argent. Ils sont entrés plus profondément dedans, mais autrement. Sous tension, en déséquilibre. Contraints de survivre à leur propre coupe. Pendency items. A leather slate farm, le refuge a cessé d'être un simple décor. Il est devenu une chambre d'écho. Toutes y raisons davantage. Les voix, les craintes, les décisions, les silences. La campagne anglaise, qui avait offert à la bande le couvert de son isolement, commence à produire un effet inverse, l'éloignement protégé. Mais il enfermait aussi, plus on s'y attarde, plus on sature le lieu de sa présence. Les hommes sont beaux se convaincre qu'ils ne sont la de passage. Chaque geste ajoute quelque chose à la mémoire matérielle de l'endroit. Une bouteille déplacée, un paquet ouvert, une couverture utilisée. Une empreinte partielle sur un objet banal, une trace de nourriture. Une poignée touchée sans précaution, la ferme. Et si, au moment du récit, est presque un personnage tragique. Elle semble abriter les braqueurs, alors qu'elle enregistre déjà leur déclin futur. La National Archives insiste aujourd'hui encore sur le rôle déterminant d'objets très ordinaires retrouvés à la ferme, notamment des empreintes relevées sur un plateau de Monopoly et une bouteille de ketchup. Preuve éclatante que des détails presque dérisoires ont suffi à fissurer la façade d'invincibilité construite autour du gang. National Archives, 2. Il y a dans ces contrastes quelque chose de profondément humain et presque cruel. Les plus grands plans tombent parfois pour les raisons les plus petites. Les hommes capables de tromper un train par un feu rouge, oubliant de disparaître correctement d'une cuisine. Ceux qui ont dominé la violence d'un braquage à plusieurs millions, laissant derrière eux l'empreinte distraite d'une main rassasiée. D'un jeu, d'une pause. D'un instant où la tension se relâche trop tôt, et c'est peut-être là que le gré train robbery touche quelque chose d'universel. Il ne raconte pas seulement comment des criminels très préparés ont réussi une coupe magistrale, il raconte comment l'être humain, même dans la réussite extrême, retombe fatalement dans ses faiblesses ordinaires. La faim, la fatigue, le besoin de parler. Le besoin de souffler, le besoin absurde de croire que le plus dur est passé, ou le plus d'une fête qui commençait, car le braquage, dans sa violence concentrée, ne durait qu'un instant. L'après, lui, durait des jours, des semaines. Des mois, il exige une discipline plus ingrate, plus monotone, plus difficile à soutenir.
Et c'est précisément parce que les monotones qui beaucoup ne survivent pas à mesure que les informations circulent. La presse nourrit une autre dimension de l'affaire, celle de la déformation. Chaque grand crime est raconté de plusieurs façons à la fois. Pour certains, il devient une fable moderne sur l'audace, presque une revanche criminelle contre la lourdeur des institutions. Pour d'autres, il demeure une atteinte inadmissible à l'ordre. Aggravé par la brutalité contre Jack Mills et par l'atteinte portée à un service public essentiel, ces deux récits commençant à se disputer l'attention du pays. Et au milieu, il y a un danger narratif immense. Celui qui transforme les auteurs en héros de substitution simplement parce qu'ils ont été ingénieux. C'est ici qu'il faut tenir fermement le fil moral de l'histoire. L'intelligence criminelle ne lave pas la violence. La précision n'abolit pas la peur. Le coup de génie logistique ne rend pas noble l'agression d'un conducteur ni le traumatisme impose aux postiers et au personnel du train. C'est tout le paradoxe du Great Train Robbery. À la tire les regards par sa sophistication, mais sa vérité demeure plus après. Place sale, place abîmée que sa légende. Dealers, la légende commence déjà à se fabriquer contre les braqueurs eux-mêmes. Place les journaux s'emparant de l'affaire. Place ils figent certains traits. Place ils fabriquent des silhouettes presque trop belles pour être vraies. Le cerveau, le spécialiste des signaux, les Holmes masks, la ferme isolée, les véhicules les prépares, les sacs de billets, la campagne au petit matin. Si processus à quelque chose d'incontrôlable, une fois lance. Il n'appartient pas à ceux qui ont commis le crime. Il appartient à l'imaginaire national. Et c'est une mauvaise nouvelle pour des fugitifs, car plus une histoire prend une forme simple dans la tête du public. Plus la police bénéficie d'une pression accrue pour lui offrir des noms, des visages, des arrestations. Le braquage donne au gang une avance matérielle. Il a aussi déclenché contre lui une concentration exceptionnelle d'attention. À partir de là, l'argent devient presque secondaire face à la nécessité pour l'État de montrer qu'il peut encore reprendre l'initiative. Ce qui s'installe alors, c'est une invasion silencieuse. Dans la nuit du volume, les braqueurs dictaient le tempo. C'était qui choisissait l'instant, le lieu, la méthode, la cadence, le moment de l'arrêt, le rythme du chargement. Désormais, si le tempo leur échappait peu à peu, ils continuent à bouger, bien sûr, à s'y cacher, à se répartir, à penser qu'ils agissent, mais en réalité, ils commencent déjà à régler davantage qu'à décider. Ils réagissent au premier écho de l'enquête. Aux peurs montantes, aux conseils de ceux qui savent vaguement comment se faire oublier. Aux signaux de panique dans le milieu, aux rumeurs d'arrestations à venir, au besoin de sortir vite d'un lieu devenu trop chargé, au doute soudain envers tel ou tel complice. Cette perte progressive du contrôle stratégique est fondamentale. Elle ne se voit pas d'un coup. Elle se glisse dans les marges. On la reconnaît à la manière dont un groupe victorieux commence à se parler autrement. Moins comme une machine, davantage comme une addition de destins individuels, cherchant chacun leur porte de sortie. Et quand un grand gang cesse de se penser comme un seul corps, elle devient vulnérable. Les partages cessent d'être seulement des répartitions financières. Ils deviennent des répartitions de risque. Qui sait quoi? Qui peut annoncer qui avoue quels visages? Qui connaît l'adresse de quel plan? Qui est capable de tenir sous pression? Qui a une famille nerveuse, une compagne inquiète? Un parent trop curieux, une habitude de jeu? D'alcool ou de vanité qui le rend repérable? Le crime organisé ne tombe pas seulement par les preuves physiques, il tombe aussi par la cartographie intime de ses propres failles humaines. Bruce Reynolds, Charlie Wilson, Buster Edwards, Ronnie Biggs et d'autres noms qui deviendront familiers dans cette affaire n'existent pas encore.
À cet instant de notre récit, comme une galerie complète déjà figée dans les mémoires. Ils existent encore d'abord comme des hommes séparés, chacun avec sa capacité de résistance. Sa manière de guérir la pire et son aptitude réelle à vivre sous tension. Plus le butin est important. Plus CS Differences Content, l'enquête. LA poursuit son propre travail de démystification. Les policiers ne se contentent pas d'admirer la ruse du faux signal. Ils s'intéressent à ce qu'elle implique pour arrêter un train de cette nature. Il fallait une connaissance précise du réseau et du matériel pour choisir le bon moment. Il fallait savoir que le chargement serait exceptionnellement élevé, notamment parce qu'un week-end férié avait augmenté la quantité d'argent transporté. Pour viser le wagon de grande valeur, il fallait plus qu'une intuition. Les sources historiques rappellent justement que l'emploi inhabituel du butin était lié au contexte du bank holiday et que l'équipe a bénéficié d'informations internet de premier plan sur les horaires et le contenu du train. Encyclopédia Britannica, one si simple fait change le son de l'affaire. Le braquage n'est plus seulement l'œuvre de bandits audacieux, il devient le symptôme d'une poursuite. Le système n'a pas seulement été attaqué de l'extérieur, il a été lu de l'intérieur. C'est précisément le genre de découverte qui inquiète davantage les institutions qu'un simple volume spectaculaire, on peut renforcer des serrures. Il est plus difficile de renforcer la confiance lorsqu'elle a déjà été compromise, à ce moment. La traque cesse d'être seulement géographique, elle devient intellectuelle. Il ne s'agit plus simplement de savoir où sont les hommes, mais comment ils en pensent. Qui, dans le milieu criminel britannique, avait cette patience, qui avait déjà montré un goût pour les opérations d'ampleur, qui pouvait réunir des spécialistes plutôt que de simples exécutants, qui avaient les réseaux pour louer un endroit isolé, pour mobiliser des véhicules, pour faire circuler des informations sensibles sans attirer l'attention trop haute. Ce sont des questions dangereuses pour les gangs, car elles réduisent le champ des suspects beaucoup plus vite que ne le croient souvent les auteurs de grands coups. L'exceptionnel, en réalité, sélection. Il élimine d'emblée la masse des petits délinquants incapables d'un tel niveau de préparation. Autrement dit, plus le braquage était impressionnant, plus il désignait un type précis de criminels. C'est l'un des pièges de la grandeur. Elle est distinguée, donc elle expose pendency temps dans la sphère publique. L'histoire continue de prendre une épaisseur presque romanesque. On parle du train comme d'un monstre arrêté par un simple feu rouge. On parle de la nuit, de sacs, de la chaîne humaine, des véhicules qui attendent. On parle de la campagne comme si elle avait englouti les coupables, mais sous cette imagerie puissante. Il y a déjà une inquiétude beaucoup moins poétique qui monte chez les braqueurs, celle de l'argent lui-même. Une fortune par elle n'est pas facile à faire disparaître. Elle n'est pas un diamant transportable dans une doublure. Elle se compose de billets, de liasses, de volumes, de series, de traces de circulation, mimésie. Comme le notent les récits historiques, seul un nombre limité de billets pouvait être identifié par numéro de série. La masse du butin rendait son écoulement délicat d'exiger des réseaux de blanchiment, des intermédiaires, des usages prudents, des complicites fiables. Wikipédia 3, or chaque intermédiaire est un risque supplémentaire. Chaque relais est une bouche possible. Chaque tentative de conversion de l'argent en normalité est une exposition. C'est ici que la mythologie commence à se retourner contre elle-même. Le grand coup qui devait libérer va enfermer. L'argent qui devait ouvrir les frontières du monde va d'abord refermer celles du quotidien. On ne dîne place où l'on veut. On ne fréquente place qui l'on veut. On ne téléphone place sans calcul. On ne dort place vraiment. Chaque visage inconnu peut devenir une menace. Chaque article de journal une alerte. Chaque voiture stationnée trop longtemps une source de panique. Le prix psychologique du braquage commence là.
Au moment précis où tout semble pourtant encore gagné, et c'est ce renversement qui donne à cette partie son souffle le plus sombre. Place les coupables s'éloignant du train, place ils se rapprochant de l'angoisse. Car l'angoisse, contrairement à l'enquête, ne procède pas par preuves, elle procède par imagination. Les voleuses commencent à penser à toutes ces qu'ils ont pu oublier, une gante mal retire, une parole trop précise, une route empruntée trop visiblement, une plaque, une trace, un voisin, un bruit, une odeur de peinture fraîche, une présence repérée dans un hameau. Le refuge qui avait représenté la maîtrise devient alors le théâtre intérieur du soupçon. On regarde autrement les autres membres du groupe. On se demande qui a gardé son sang-froid, qui a touché quoi, qui a laissé traîner quoi, qui a peut-être déjà trop parlé avant même le coup, qui pourrait parler après. C'est le début de la corrosion interne. Cette maladie de tous les grands réseaux criminels qui ont connu un succès trop brutal pour rester stables, le plus remarquable. Dans l'histoire du Great Train Robbery, c'est ce que la fissure du récit officiel n'est pas seulement celle du côté policier. Elle a lieu de deux côtés à la fois pour la police. La version initiale est un braquage impressionnant commis par des hommes encore sans visage se complexifie rapidement à mesure que les indices apparaissent pour la gang. La version rassurante et un plan réussi qui ouvre sur la liberté commence elle aussi à céder sous les poids de la réalité. Autrement dit, chacun voit son histoire se défaire. L'enquête apprend que le crime est plus organisé qu'il n'y paraissait. Les criminels découvrent que leur victoire est plus fragile qu'ils ne l'avaient cru. C'est cette symétrie qui rend l'ensemble si captivant. Le braquage a été un choc net. La traque, elle, sera une lente désillusion réciproque, et déjà. Sans douter, certains sentent que le temps joue contre eux. Non pas seulement le temps judiciaire, mais le temps moral. Les premiers jours après un grand crime sont les plus trompeuses si l'on ne pas s'arrête immédiatement. On peut croire que l'on a réellement perdu le système, qu'on trouve un angle mort durable. Une supériorité de fait, or si délai ne prouve rien. Sinon l'ampleur du travail à accomplir pour les enquêteurs, c'est dans ces faux calmes que se produisent souvent les erreurs décisives. On se relâche un peu trop, on reste une nuit de trop. On garde un objet, on se montre à la mauvaise personne. On rêve déjà à l'étranger, aux faux papiers, à la fuite idéale, alors que la première urgence aurait dû être de se faire disparaître de soi-même. Le gang, à cet instant de l'histoire, vit encore dans cette illusion de marge, mais cette marge se rétrécit sans bruit. Le Great Train Robbery cesse donc d'être seulement l'histoire d'un arrêt de train. Il devient celle d'un engrenage. Un engrenage splendide en apparence, presque fascinant dans sa tête. Mais déjà chargé de grains de sable, et ces grains de sable portent des noms dérisoires. Une empreinte, une fermée, une bouteille, un jeu. Un véhicule mal dissimulé, un renseignement intérieur trop précis pour ne pas orienter les soupçons. La National Archives et les récits de police insistent justement sur cette bascule. La force de l'enquête n'a pas consisté à résoudre un mystère abstrait, mais ils a exploité les petites erreurs abandonnées par des hommes qui avaient réussi quelque chose de très grand. National Archives. Tout voilà pourquoi la partie 3 doit porter des sentiments précis. Celui d'une grandeur criminelle est déjà contaminé par sa future chute, et quand l'on regarde la campagne anglaise à cet instant du récit, elle n'a plus tout à fait le même visage qu'au moment du braquage. Elle n'est plus seulement le décor d'une attaque audacieuse. Elle est devenue un espace saturé de conséquences, quelque part. Le train a repris sa place dans le monde des preuves, quelque part. Les policiers recoupent, convoquent, inspectent, interprètent, quelque part. Des journalistes écrivent déjà une première version de la légende. Et quelque part, surtout,
Des hommes qui croyaient d'avoir conquis l'histoire sentent peut-être, pour la première fois, que l'histoire commence à les dévorer car ils ont réussi à arrêter un train. Oui, mais ils n'ont pas arrêté ce qui vient ensuite. La mémoire, la méthode, la peur, le récit. Et cette force implacable qui se met en marche lorsqu'un pays humilié décide de retrouver les visages qui l'ont défié. Et à partir du moment où les premières traces matérielles commencent à émerger, l'affaire change encore de visage. Le braquage n'est plus seulement un choc national ni une démonstration de précision criminelle. Il devient une histoire de présences humaines, de temperaments, de faiblesses, de petits gestes qui en descendent plus longs que les grandes théories, jusqu'ici. Les hommes du Great Train Robbery pouvaient encore se raconter qu'ils avaient agi comme un seul organisme, une mécanique froide. Soudée par les plans, par l'argent, par l'adrénaline et par cette sensation presque intoxicante d'avoir réussi l'inimaginable. Mais aucun groupe ne reste longtemps une machine après l'exploit. Très vite, les corps reprennent leurs droits. Les égos reviennent, les voix se distinguent. Les prudences divergent, les priorités se heurtent. Là où l'on aurait pu croire à un bloc uni, on découvre bientôt une addition d'hommes dont chacun importe sa propre peur, son propre rapport au risque, son propre souhait de résistance. Les sources historiques s'accordent sur le fait que le gang comptait une quinzaine d'assaillants, menés par Bruce Reynolds. Avec l'aide d'au moins un informateur disposant d'informations internes sur le train et d'un soutien logistique pour la cache de Leatherslade Farm, cette ampleur mime, qui avait rendu le coup possible, contenait déjà les germes de la fissure. Encyclopédia Britannica 1, dans le calme trompeur qui suit les grandes violences. Il y a souvent un moment de bascule que l'on ne voit pas immédiatement, rien. En surface ne semble encore s'effondrer. L'argent est là. La ferme existe toujours. La nuit du braquage appartient déjà au passé. Le train est loin. Le pays cherche encore. Pourtant, c'est précisément dans cette période de faux répit que les certitudes commencent à pourrir de l'intérieur. Un grand couple ne se défait pas d'abord par l'arrestation spectaculaire de ses auteurs. Ils se défient dans leur manière de continuer à vivre ensemble après l'événement. Car réussir ensemble n'est pas la même chose que survivre ensemble. Il est relativement simple de coordonner des hommes pendant quelques minutes de tension absolue. Lorsque tout est prévu, distribué, réglé par avance, il est infiniment plus difficile de maintenir cette même discipline dans les heures suivantes. Quand l'action est terminée, que la peur revient sous une forme plus forte, plus mentale, plus corrosive. Chacun commence alors à regarder l'autre autrement, non plus seulement comme un complice efficace, mais comme un risque possible. Bruce Reynolds. À ce moment du récit, doit déjà sentir cette mutation. Même s'il refuse peut-être encore de la nommer, toute la porte jusqu'ici. L'ambition, l'instinct, le goût des grands coups, la capacité de voir plus loin que les autres. Britannique par le décor, mais presque international par l'audace. L'opération qu'il a orchestrée était faite pour imposer sa marque. Elle promettait autre chose qu'une réussite ordinaire. Elle promettait un avant et un après, mais les hommes qui voulaient un couple définitif oublient souvent qu'il n'existe pas de réussite définitive dans le crime. Sous le monde des séquences, plus ou moins longues avant la prochaine menace, plus Reynolds se rapproche de la figure du cerveau. Plus elle devient aussi le point de convergence de toutes les fragilités. Il faut qu'il rassure. Qu'il répartisse, qu'il décide. Qu'il tranche les doutes, qu'il garde une avance intérieure sur les autres. Aussi, type d'autorité fonctionne tant que le groupe croit encore au plan. Dès que le plan cesse d'être un futur et devient un passé. L'autorité change de nature. Elle n'est plus soutenue par la promesse. Elle doit résister à la peur. Et la peur, cette fois, ne surgit pas sur les mains de la police. Elle n'aura aussi du butin lui-même.
2 600 000 livres en 1963, c'est plus qu'une somme. C'est une anomalie. C'est une masse d'argent tellement grande qu'elle ne peut pas se fondre naturellement dans la vie ordinaire. Elle exige une stratégie, des relais, des prudences, des silences, des délais. Elle excite les rêves. Mais elle appelle aussi les erreurs. Un homme ayant vol peut encore demeurer discret. Un homme ayant participé à une fortune pareille finit presque toujours par croire que son destin change d'échelle. Et c'est là que commence le poison. Car la grande somme ne dit pas seulement tu peux partir. Elle murmura aussitôt est désormais quelqu'un. Elle donne de l'importance à ce qui, dans l'ombre du banditisme, n'étant que des noms parmi d'autres, elle promet du style, du prestige, de la mémoire. Elle fait croire que la vie clandestine peut devenir une vie de légende, ou la légende, avant d'être un privilège, est d'abord un danger. Pendency items, le pèse. Louis, apprend à mettre des mots sur sa stupeur. Il ne voit plus seulement un crime, mais des figures. Les journaux, les rumeurs, les récits de police, tout contribuent à transformer progressivement une opération nocturne en galerie de caractères. Il y a le cerveau, les exécutants, les spécialistes, les hommes de confiance, les faiblesses invisibles. Il y a déjà, dans l'imaginaire collectif, quelque chose de théâtral. Presque inévitable, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la quatrième partie doit approfondir les visages plutôt que les seuls mécanismes. À ce stade, le braquage n'est plus seulement un fait. C'est une distribution. L'histoire cherche des personnages. Le public veut comprendre non seulement comment le train a été arrêté, mais quel type de homies a pu aller aussi loin. Si besoin de figures humaines est d'autant plus fort que la légende menace déjà de déformer la vérité. Plus l'affaire grandit, plus le risque est grand de voir les auteurs glisser vers une forme d'admiration malsaine. Comme si l'intelligence du coup pouvait effacer la violence nécessaire à sa réussite. Pourtant, le conducteur Jack Mills demeure la preuve contraire. Simple et insupportable. Il a été frappé à la tête pendant l'attaque et ses blessures l'ont poursuivi bien au-delà de cette nuit. Des récits judiciaires et historiques rappelleront quoi au procès, encore marqué physiquement par l'agression. Il a témoigné de ce qu'il avait subi. Si seul fait suffit de replacer toute l'affaire dans sa vérité brute. Derrière la sophistication des signaux falsifiés, derrière les Land Rover, les sacs de la ferme isolée, il y a un homme dont le corps s'appelle pour que le plan réussisse. Crime plus Investigation UK TV Channel 2, c'est pourquoi le mythe commence déjà à se diviser en deux couches. La première, visible. Raconter la maîtrise, l'audace, l'ingéniosité, l'attaque parfaite contre un système lourd et prévisible. La seconde, plus profonde. Raconter l'usure morale, la brutalité, la fragilité nerveuse et la contamination lente des existences dans cette deuxième couche. Chaque braqueur commence à porter une version différente du crime. Pour l'un, c'est peut-être le triomphe. Pour un autre, déjà une fuite. Pour un troisième, une angoisse impossible à calmer. Pour un quatrième, une occasion historique et n'est surtout pas gâchée par excès de prudence. Et si c'est ainsi que naissent les premières tensions invisibles. On ne s'oppose pas encore frontalement, on ne se dénonce pas, on ne rompt pas, mais on ne voit plus tout à fait l'événement avec les mêmes yeux. Leatherslade Farm, dans cette logique, n'est plus seulement un refuge, elle devient un révélateur, tant que l'on s'y cache. On partage plus que l'espace, on partage la fatigue. L'odeur des vêtements, la nervosité des conversations. La manière de toucher les choses, de s'asseoir. De manger, de plaisanter pour se rassurer. De se taire quand la pensée devient trop lourde, c'est ce qui rend si puissante. Rétrospectivement,
L'image du plateau de Monopoly et de la bouteille de ketchup qui contribueront plus tard à l'identification de plusieurs membres du gang. S'ils ne sont pas seulement des indices de police, ce sont des symboles. Ils disent que, même au cœur du crime du siècle, les hommes redeviennent vite des hommes ordinaires, avec leurs détentes absurdes, leurs relâchements, leurs maladresses, leurs gestes sans grandeur. Les archives nationales britanniques mettant d'ailleurs en avant cette dimension presque ironique de l'enquête. Une partie de la solidité du dossier s'est construite sur des traces laissées dans la banalité domestique de la ferme. National Archives 3. Et cette banalité est essentielle à comprendre, parce qu'elle détruit l'illusion romantique du grand banditisme. Le spectateur fascine aime l'instant du faux signal, la nuit. Les masques, l'arrêt du train. Le frisson du défilance au pays entier, mais le crime real. Après la flambée initiale, retombe presque toujours dans le quotidien le plus prosaïque. Manger, attendre, repartir, nettoyer, discuter, dormir mal, craindre le moindre bruit, se demander s'il faut partir tout de suite ou au contraire tenir encore quelques heures. C'est dans cette chute du spectaculaire vers l'ordinaire que les visages apparaissent vraiment. On cesse de voir des silhouettes de légende. On voit des hommes fatigués, armés d'une fortune trop grande. Enfermés dans un lieu qui commence déjà à les trahir. L'enquête, de son côté, poursuit une logique parallèle. Elle y aussi cherché des visages. Au début, elle n'a que la grandeur abstraite du braquage. Puis viennent les hypothèses sur le type de gang capable d'un tel niveau de préparation. Puis les noms commencent à circuler dans les milieux policiers. Puis les connexions se dessinent. Le crime spectaculaire, en réalité, réduit le cercle des suspects au lieu de l'élargir. Peu de bandes britanniques de l'époque étaient incapables d'une telle coordination. De manipuler un signal, d'organiser un repli rural et de mobiliser 15 hommes autour d'un butin aussi immense. En ce sens, le génie apparent du coup contenait déjà sa signature. Plus il était brillant, moins il pouvait être l'œuvre de n'importe qui. Les récits historiques associent rapidement cette architecture. Criminel, à Bruce Reynolds était un ensemble de figures déjà connus du banditisme britannique, parmi lesquelles Ronnie Biggs, Charlie Wilson, Buster Edwards, Jimmy White, Tommy Wisby, Gordon Goody ou Brian Field, Crime Plus Investigation UK TV Channel 4. Mais ce qui est encore plus intéressant, dans cette phase de l'histoire, c'est que l'identité criminelle ne se limite pas aux noms, elle se lit aussi dans les tempéraments. Il y a les organisateurs et les hommes de terrain, les calculateurs et les nerveux. Les fidèles et les opportunistes, les deux apparents et circuits. Derrière une façade solide, supportent mal la durée de la clandestinité. Une bande peut survivre à une nuit d'action. Elle survit beaucoup plus difficilement à la dissémination de ses membres dans le temps. Au fil des jours, l'héroïsme noir du braquage se fragmente en biographies divergentes. Certains croyant encore à une fuite propre. D'autres se persuadant que la meilleure stratégie consiste à disparaître immédiatement. D'autres, plus imprudents, s'imaginent qu'un délai existe. Qu'un silence relatif dans ces premiers jours prouve une véritable supériorité sur la police. C'est là qu'une partie du drame humain se noue, car ceux qui ont réussi ensemble ne supporteront pas tous les mêmes degrés de pression. Le public, lui aussi, commence à choisir six figures. Certaines personnalités attirent davantage l'attention parce qu'elles condensent mieux les tensions morales du récit. Bruce Reynolds incarne les stratèges, le cerveau. Celui qui a voulu l'emplir, Ronnie Biggs, avec son futur de fugitif, deviendra pour beaucoup l'image la plus médiatique de l'affaire. Buster Edwards portera plus tard une forme de mélancolie qui contrastera avec la grandeur affichée du couple. Charlie Wilson symbolisera une autre relation à l'évasion. À la capture, à la poursuite interminable,
mais à ce stade, dans le récit, tous ces destins ne sont encore que des possibilités en train de se séparer. C'est précisément ce qui donne à cette partie sa densité émotionnelle. L'histoire regarde encore un groupe, alors que le lecteur pressent déjà des trajectoires individuelles, des écarts, des trahisons du hasard, des chutes inégales. Il y a aussi en arrière-plan la question de ce qu'on ne voit pas immédiatement. Les informateurs, les intermédiaires, les facilitateurs, ceux qui ont ouvert la voie sans apparaître au premier plan. Le braquage du train ne fut pas seulement l'œuvre de d'hommes masques dans la nuit. Il fut rendu possible par une connaissance précise du système et par un soutien logistique en amont. Cela ajoute à l'affaire une profondeur humaine supplémentaire. Le crime n'est pas seulement un affrontement frontal entre bandits et police, c'est un réseau. Un ensemble de loyautés temporaires, d'intérêts, de compétences et de compromissions, or un réseau ne tombe jamais seulement par sa pointe la plus visible. Il tombe aussi par ses portes, par ses attaches, par ses zones grises, dès que l'enquête remonte vers ses marges. Elle ne cherche plus seulement qui a frappé ou qui a porté les sacs, elle cherche qui a su, qui a loué, qui a menti, qui a facilité. Et cela rend tout le monde plus nerveux encore. Encyclopédie Britannica, 1. Dans l'intimité de la ferme, ou dans les premiers déplacements après la dispersion, une vérité plus sombre doit déjà s'imposer à plusieurs d'entre eux. Ils ne se sont pas seulement enrichis, ils se sont condamnés à penser différemment. Chaque bruit devient un signe possible, chaque connaissance ancienne un danger. Chaque habitude un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Il n'y a plus de mouvements innocents, plus de visites ordinaires, plus de paroles anodines. Le crime total transforme le quotidien en terrain mine. C'est cela, au fond, qui humanise les gangs d'une façon troublante. Non pas pour l'excuser, mais pour montrer que la réussite criminelle ne produit jamais la liberté immédiate qu'elle promet. Elle fabrique d'abord une autre prison, mental, diffuse, invisible, où l'on reste enfermé avec son argent, ses complices et la possibilité constante d'être rattrapé. Le plus ironique est que cette tension intérieure grandit pendant même que la légende extérieure les agrandit. Plus le public fantasme les gang. Plus les hommes réels se rétrécissent dans leur propre clandestinité. Plus les journaux parlent d'audace. Plus ils doivent vivre avec la petitesse concrète de la fuite. Faux noms, trajets indirects, méfiance permanente, dépendance envers quelques soutiens, impossibilité de jouer librement du butin. Le contraste est presque cruel. La société les imagine gigantesques, ou même devenant des êtres de couloir. De chambres, des regards jetés derrière l'épaule. C'est ce décalage qui nourrit la force dramatique de la partie effort, car c'est précisément maintenant que le lecteur doit sentir que la grandeur du couple ne les grandit pas durablement. Elle les expose, elle les sépare du monde. Elle les place dans un théâtre où leur image devient immense tandis que leur marge d'existence réelle devient minuscule. Et puis il y a les temps. Cette force que les grands braquages sous-estiment presque toujours. Le temps qui n'a pas encore arrêté. Mais ce qui use déjà. Le temps qui ne produit pas immédiatement l'arrestation. Mais ce qui ronge la cohérence. Le temps qui donne aux policiers la possibilité de récupérer. Aux journalistes, celle de simplifier. Au public, celle de fantasmer. Et aux complices, celle de douter dans les premiers jours. La réussite semble encore l'événement principal, peu à peu. Elle devient les passes, ce qui compte désormais. C'est la capacité à tenir, ou tenir. Pour des hommes habitués à l'action plus qu'à la clandestinité prolongée, est une épreuve différente, plus ingrate, plus silencieuse, plus destructrice, le braquage du siècle. À cet instant, cessez donc d'être seulement un récit de technique. Il devient un récit de chair, de mémoire.
des fatigues, d'orgueil, d'imprudence, de relâchement, des regards qui changeant, des liens qui ne sont plus exactement les mêmes qu'avant le train. Le lecteur doit sentir que la machine humaine commence à grincer, que les figures se précisent, que les destinées individuelles s'éloignent déjà les unes des autres, même si tout semble encore tenir une surface. C'est cette tension qui prépare la suite. D'un côté, les gangs perdent peu à peu l'unité qui l'avait rendue redoutable. Et dans cette lente fissure se trouve peut-être la vérité la plus profonde du Great Train Robbery. Si n'est pas seulement l'histoire d'un train immobilisé par un faux signal, ni celle d'un État humilié par l'audace criminelle. C'est aussi l'histoire d'hommes qui ont cru pouvoir entrer ensemble dans la légende, avant de découvrir qu'on n'y entre jamais à plusieurs de la même manière. Certains y deviendront des noms, d'autres des fouillards, d'autres des captifs, d'autres des fantômes. Mais déjà, dans la poussière tranquille d'une ferme anglaise, parmi les reliefs d'un repas, les gestes de détente trop rapides et les premiers calculs de fuite. Le groupe a cessé d'être en bloc. Il est devenu ce qu'il a toujours été au fond. Une coalition provisoire de désirs, de peurs et de vanités. Momentanément unifiée par le crime, déjà travaillée par sa propre dislocation. C'est ici que l'histoire cesse d'être seulement celle d'un coup magnifique, en apparence pour devenir celle d'un rétrécissement. Tout ce qui, dans les premières heures, avait donné au gang l'illusion de la maîtrise commence désormais à se retourner contre lui. La ferme n'est plus un réfugié, l'argent n'est plus seulement une promesse, mais une matière difficile à absorber. Le silence n'est plus une protection, mais une tension cueilleuse. Et surtout, la traque, qui n'existait d'abord que comme une menace abstraite. Prennent enfin une forme concrète. Les policiers ont maintenant place qu'une récite spectaculaire sous les yeux. Ils sont en lieu, Leatherslade Farm. Découvert le 13 août 1963 avec les véhicules utilisés des sacs postaux, des emballages de billets, de la nourriture, de la literie, et surtout des traces exploitables. Les empreintes relevées sur un plateau de Monopoly et sur une bouteille de ketchup deviennent alors plus qu'un détail pittoresque. Elles sont le moment exact où le mythe commence à perdre son masque. Il faut bien mesurer ce que cela signifie. À quel instant du récit, jusque-là, les auteurs du braquage pouvaient encore se raconter qu'ils avaient dominé l'événement principal. Ils avaient arrêté un train par un faux signal. Ils avaient neutralisé l'équipage. Ils avaient déplacé une fortune dans la nuit. Ils avaient disparu avant que le pays ne comprenne ce qui lui arrivait. Tout cela restait vrai. Mais à partir du moment où l'affaire se retrouvait, la logique de l'affaire basculait. Le braquage n'est plus seulement un souvenir glorieux dans l'esprit des voleurs. Il devient, pour la police, une espèce matérielle presque intime. Un lieu où l'on peut circuler après eux, toucher si qu'ils ont touché, voir comment ils en mangent, dormir. Attendu, plaisanter peut-être. Et surtout comment ils ont écué à effacer complètement leur passage. La grandeur du coup se dissout brusquement dans quelque chose de beaucoup plus humiliant. Les restes, des restes de repas, des restes de précautions, des restes de discipline, et les restes, en matière criminelle, parlant souvent plus fort que les gestes héroïques, la traque prend alors un rythme nouveau. Si n'est plus simplement la recherche de silhouettes anonymes ayant frappé un train dans la nuit, c'est une chasse à l'homme fondée sur le fait désormais certain que les gangs a dû vivre ensemble quelque part. Toucher les mêmes objets, emprunter les mêmes véhicules. Dépendre du même repli, les traces ne résolvent pas tout immédiatement. Mais elles imposent une direction. Elles permettent à l'enquête de cesser d'être purement imaginaire. Avant l'affaire pouvait encore sembler presque trop grande, trop audacieuse, trop nette pour être saisie autrement que par hypothesis. Après la ferme, elle redevient humaine.
Et lorsque le crime redevient humain, il devient vulnérable. Les policiers n'ont plus affaire à une coupe suspendue dans la légende, ils sont affaire à des hommes qui en mangent. Attendu, mal nettoyé. L'as du concret derrière Yuzi, c'est une défaite symbolique immense pour le gang. Mimi s'il ne la perçoit pas encore pleinement, dans la tête de Bruce Reynolds. Ou de ceux qui, autour de lui, l'inquiétude doit alors changer de texture, tant que le danger restait théorique. On pouvait s'en défendre par la confiance en soi, par le souvenir de la réussite, par l'idée que l'avance gagnée sur la nuit du 8-out demeurait décisive. Mais dès que la police commence à ramasser des éléments tangibles, la peur cesse d'être diffuse, elle se localise. Elle prend la forme de questions beaucoup plus précises qui a touché quoi. Qui reste trop longtemps à la ferme, qui a négligé de brûler ou d'effacer certains objets, qui a cru que quelques heures de triomphe autorisaient déjà le relâchement. Ils sont ces questions-là qui rongent les groupes criminels de l'intérieur. Non pas les grandes considérations sur la justice ou la morale, mais la suspicion technique. Presque domestique. C'est le qui naît lorsqu'un homme comprend qu'une erreur minuscule peut faire tomber une opération gigantesque. Et cette suspicion est d'autant plus dangereuse que le gang n'est pas une fraternité abstraite, c'est un assemblage. Un assemblage d'hommes expérimentés. Mais d'hommes différents. Il y a ceux qui tiennent mieux leurs nerfs, ceux qui se persuadent que rien n'est encore perdu, ceux qui dramatisent avant le jour, ceux qui deviennent plus prudents quand il faudrait bouger vite, ceux qui, au contraire, paniquent et prennent des décisions trop brusques, ceux qui ont déjà pensé à l'étranger, à la disparition, à la rupture totale avec l'Angleterre, et ceux qui, malgré l'ampleur du coup, restent entièrement liés à leurs habitudes, à leurs quartiers, à leurs proches, à leurs circuits familiaux, ainsi est. Et c'est ce qui devient central. Le braquage cesse d'être une action commune et commence à produire des réponses individuelles. Les hommes qui ont su fonctionner comme un seul corps dans la nuit se transforment peu à peu en destins séparés. Le pèse. Lui commence à ressentir une autre forme de soulagement mêlé de fascination. Jusqu'ici, les braqueurs paraissaient presque abstraits dans leur supériorité tactique. Le faux signal rouge, l'arrêt du train. L'assaut, les sacs de billets. La fuite vers la campagne. Tout cela formait une séquence si saisissante qu'elle risquait presque d'écraser le reste. Mais la découverte de la ferme apporte quelque chose que l'opinion attendait inconsciemment, la preuve que les auteurs ne sont pas des fantômes. Ils mentent, ils s'abritent. Ils laissent des traces, ils peuvent être retrouvés. C'est un moment capital pour l'imaginaire collectif. Le crime cesse d'être une gifle impugnée et redevient une affront que l'on peut commencer à réparer. La colère publique ne s'apaise pas, bien sûr, mais elle y trouve un nouvel objet, la possibilité réelle de voir les visages derrière les idées,